Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live. On va laisser les personnes se connecter. Alors, Johanna, hop. Bonjour Johanna, comment Bonsoir. vas-tu? Ben, ça va bien. Je suis contente d'être Bon, là. ben, je C'est mon suis petit ravi que tu sois cadrage. avec nous. Ça va, vous voyez bien comme ça? Oui, c'est bon. On te voit très bien. On va faire un petit test technique. Est-ce que vous nous voyez bien tous? Est-ce que vous nous entendez bien? Bonsoir. Et moi aussi, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Bonsoir la Suisse. de Suisse. Oui, alors c'est un oui ou c'est un... Oui, donc c'est bon, vous semblez nous entendre correctement. Très bien, on va donc pouvoir commencer. Eh bien, alors merci d'être avec nous ce soir. Nous allons évoquer un sujet qui n'a pas encore été pleinement évoqué sur la chaîne. Il s'agit de l'attachement. Et Impossible. pourtant si. Et donc j'ai préparé quelques questions. Alors ce ne sont pas des questions pièges. J'imagine que ça ne va pas te mettre en difficulté parce que c'est des questions très basiques parce qu'on reprend à la base Ok. justement de ce qu'est Ouais. l'attachement et on va essayer de répondre aux auditeurs et aux fans de la page qui sont là nombreux ce soir. Avant cela, je voudrais présenter ce livre, donc le grand livre des 1000 premiers jours de vie. Si tu pouvais alors te présenter déjà et nous expliquer le contexte également de ce livre et le rapport justement entre l'attachement et justement ces 1000 premiers jours de vie. Eh bien, Ah oui, on commence fort. on Hein. commence fort. Bon, donc, je suis Johanna Smith, je suis psychologue clinicienne. Ça fait à peu près 25 ans que je travaille. J'ai commencé à travailler avec des auteurs de violence, en fait, et en fait, assez rapidement, en psychiatrie avec des auteurs de violence. J'ai commencé à me pencher aux antécédents en tant que victime, aux questions de maltraitance et puis aussi à ces questions d'attachement, puisqu'on va vite venir, mais l'attachement c'est quand même très lié au système de la peur, au système d'alarme. Mhm. C'est une des façons de faire face au stress en fait. Euh, et donc les passages à l'acte violent sont souvent une mauvaise façon de faire face au stress, on va dire, enfin pas la façon la plus optimale. Et du coup, dans l'apprentissage des façons de faire face au stress, il y a souvent eu des petits bugs, si je puis me permettre, avec cette population-là. Donc assez rapidement, j'en suis venue à m'intéresser à l'attachement, mais aussi à beaucoup d'autres choses. Euh, et c'est finalement quand j'ai commencé à me former plus dans le traitement du trauma, et notamment la thérapie EMDR et puis ensuite au Lifespan Integration, donc à l'ICV auquel je forme aujourd'hui, que j'ai commencé à m'intéresser vraiment davantage à cette période précoce. Et moi, je travaille juste avec des adultes. Mais ce qui m'a beaucoup intéressée avec l'ICV, c'est de voir comment, quand on abordait la période des 1000 premiers jours, hein, la période dont on n'a pas de souvenir, hein, il y a un auteur américain, Watt, qui dit c'est une période impossible à se remémorer, impossible à oublier. Donc c'est vraiment très bien formulé parce que ça montre l'empreinte qu'on a au cours de cette période, comment il y a une empreinte très forte parce que c'est nos premières expériences Oui. et que ces premières expériences, elles vont conditionner la façon dont le cerveau se développe et dont un certain nombre de fonctions vraiment capitales, notamment la régulation des émotions, se développent. Donc cette période dont on n'a pas le souvenir, elle est en fait vraiment décisive sur la façon dont on régule nos émotions, donc notamment notre stress, l'anxiété, l'angoisse, la peur, et dont on fait face à l'adversité. Donc quand on a, j'anticipe un peu, mais quand on a reçu de la sécurité au cours de cette période précoce, on est plus solide face aux Mhm. événements adverses, hein, donc aux aléas de la vie, que si au cours de cette période, on n'a pas été suffisamment sécurisé. Bref, donc voilà, du coup, ça a été vraiment un peu une révélation finalement pour moi. Je pense que j'avais la théorie, mais d'observer des patients avec lesquels je travaille sur, entre guillemets, le bébé intérieur et qui se mettent à s'aimer davantage, à être moins anxieux, à mieux se réguler émotionnellement, ça a été pour moi vraiment une révélation et de voir que finalement, quand je me penchais sur la façon dont le cerveau se développe à cette période-là, c'était juste cohérent.
Oui, Donc, dans un premier temps, ça m'a amené à écrire un livre de sensibilisation grand public et à la rencontre de son bébé intérieur pour justement donner un peu des clés sur comment on mémorise au cours de cette période précoce parce que souvent j'entendais ah oui, moi l'importance des 1000 premiers jours, j'y crois ou au contraire, j'y crois pas. En fait, c'est pas tellement une question de croyance. En neurosciences affectives, on a quand même pas mal de données sur la manière dont le cerveau se développe et qu'est-ce qu'on emmagasine, parce qu'on n'emmagasine pas tout, on n'a clairement pas des souvenirs, on n'a pas la possibilité de se remémorer de choses très précises au sens classique du souvenir, mais on a quand même une trace au niveau de notre système de stress. Le système de stress et la mémoire sont des capacités qui sont déjà opérationnelles dans le dernier trimestre de la grossesse. Donc ça veut dire qu'on oui, a la possibilité, la capacité cérébrale de garder des traces des expériences stressantes et de réconfort de façon très très précoce. Et en fait, au-delà de ça, c'est carrément des expériences qui vont euh, nous amener à nous faire une image, une sensation très très précoce de comment il est le monde en fait, à quel oui. point le monde est dangereux, à quel point j'ai des chances d'obtenir du réconfort, à quel point mon environnement fait attention à moi et est efficace, entre guillemets, à quel point je vaux la peine qu'on prenne soin de moi. Donc c'est vraiment les bases, la confiance dans les autres, du regard qu'on a sur le monde et l'image de soi. Autrement dit, D'accord. c'est un tout petit peu fondamental. En Voilà. fait, c'est une première impression qui va faire une sorte de grille d'analyse par rapport à notre vie. C'est-à-dire, on va dire de 0 à 3 ans, et même avant, du coup, finalement, puisque tu parlais de Mhm, grossesse. mhm, Donc, c'est mhm. ça qui va déterminer de quelle façon on va lire un peu et on va vivre tout au long de notre vie. Alors, déterminer, je ne sais pas si c'est pas un mot un petit peu Mm. fort. Ce qu'on sait, c'est que oui, effectivement, au cours des 1000 premiers jours, les 1000 premiers jours, c'est de la conception à 2 ans. Euh, Vers le dernier trimestre de la grossesse et jusqu'à 2 ans et un petit peu au-delà, Oui, on a vraiment un boom développemental. C'est-à-dire on a une poussée de croissance énorme de certaines parties du cerveau qui sont impliquées dans la régulation des émotions. Et donc, les premières expériences qu'on va faire au cours de cette période-là vont être un peu nos expériences de oui, référence. Et on sait tous que si on a eu une ou des premières expériences dans un certain domaine qui n'ont pas été très bonnes, ben, ça reste un peu, quoi. On n'a pas tellement envie d'y retourner dans ce domaine-là, à moins de oui. faire des super expériences correctrices. Donc le cerveau est très plastique. Heureusement qu'on va en faire des expériences correctrices, sinon ben, il n'y aurait pas de psychothérapie, il n'y aurait pas de possibilité de changement chez les parents Oui. ou par de l'adoption, ou enfin pour toutes sortes de changements qui peuvent être vraiment positifs. Et juste Mhm. même par des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, c'est vraiment des choses qui peuvent nous aider à changer la donne, à changer notre représentation du monde. Mais cette période, elle est quand même, à mon sens, vraiment cruciale dans la mesure où d'une, ce sont quand même nos premières expériences par rapport auxquelles on va comparer tout le reste, donc ont une dimension vraiment un peu décisive. Et de deux, elles sont pas accessibles ensuite à la remémoration consciente. Donc, ce qu'on va travailler en thérapie, c'est évoquer ces périodes-là précoces, faire imaginer aux gens comment c'est d'être bébé dans l'environnement dans lequel ils ont grandi et voir qu'est-ce que leur système nerveux nous dit, c'est-à-dire quelles sensations corporelles émergent à l'idée de bah, si je m'imagine être bébé dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, où il y avait telle caractéristique. Et les patients qui ont connu des environnements, ou des personnes qui ont connu des environnements comme ça tôt dans leur vie qui étaient vraiment stressants, vraiment difficiles, pour lesquels juste de décrire ça, ça suscite des sensations vraiment très désagréables. Mhm. Donc ça, c'est ce à quoi on va avoir accès, mais on n'a pas accès à des souvenirs. Si quand je prends le volant, j'ai des flashs, ou quand la nuit, j'ai des cauchemars d'un accident que j'ai eu, c'est très facile pour moi de savoir que l'origine de mon problème, c'est mon accident de voiture. Oui. Si j'ai eu des angoisses ou des expériences stressantes, voire traumatisantes dans cette période préverbale, je vais possiblement, par exemple, avoir des attaques de panique, avoir des tendances addictives, avoir des difficultés dans la relation avec les autres, en particulier les relations d'attachement, avoir un trouble anxieux généralisé, la boule au ventre tout le temps, par exemple. Et je ne vais pas forcément savoir que c'est entre autres lié à cette expérience précoce où j'ai eu trop de stress, trop d'insécurité, trop tôt, trop prolongé, avec pas assez de réconfort. Donc pas assez de moments où mon système de Oui. stress se met à zéro. Et c'est là que l'attachement arrive. L'attachement, c'est la relation dans laquelle qui va préserver un peu notre cerveau du stress au cours de cette période précoce en particulier et qui va nous offrir ce havre de paix régulé, c'est-à-dire des moments où, ouf, je vais pouvoir souffler Mhm. et remettre mon compteur de stress à zéro. D'accord. Alors cet attachement, on a notamment le nom de John Bowlby qui est cité pour ses travaux justement sur l'émergence de
cette théorie qui est devenue une science, il me semble. Ouais, je sais pas pourquoi, mais on continue de dire théorie de Oui. l'attachement, même nous, les attachmentistes. Je trouve ça assez curieux. Mm. C'est presque trop modeste, je pense, de la part des attachmentistes, alors qu'on a quand même effectivement une quantité de recherche sur tous les âges de la vie qui est énorme. C'est vraiment un corpus de recherche très très important. Et c'est très joli, c'est peut-être un peu modeste de parler de théorie, mais je pense que c'est quand même, voilà, on a pas mal de données scientifiques sur l'attachement et à quoi il sert, comment il se développe, quel sens il a au niveau de l'évolution de l'espèce et aux différents moments de la vie notamment. Oui. Alors, on va rentrer justement dans le vif du sujet par rapport à ça. Euh, Ces primes années permettent l'établissement d'un style d'attachement entre l'enfant et sa figure d'attachement. Alors, on va définir de quoi il s'agit justement. Euh, Parce qu'un enfant qui naît est dépendant, de toute façon, des adultes qui vont être autour, et notamment Mhm. de sa maman, par exemple. Euh, et donc cette dépendance qui est aussi, il y a sa survie donc qui est en jeu, c'est ce qui va déterminer justement dans quelles conditions il va survivre. Un enfant, enfin, je vais préciser ma pensée. Il y a trois styles d'attachement, c'est ça, qui sont définis. Ouais, ok. Ou, non, quatre, trois, plus. Non, non, il y a trois styles, et puis il y a des Oui, enfants qui n'arrivent pas à élaborer une oui. stratégie, donc un style. Désorganisé, du coup, Ouais, c'est ça pour la quatrième, c'est ouais, ça? ouais. D'accord. Donc, comment, alors déjà, quels sont ces trois styles d'attachement et qu'est-ce qui va déterminer justement l'établissement de ce style d'attachement? Pourquoi on dit qu'un enfant est un attachement sécure et insécure? Ce sont des termes qu'on emploie de plus en plus et je voudrais déjà qu'on les définisse. Mm, Donc, je voulais savoir ce qu'est un attachement sécure, par exemple, et après mm, les styles d'attachement insécure, par exemple, mm. si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que souvent, on entend parler des styles d'attachement, et ce qu'on sait moins, c'est que le style d'attachement chez l'enfant, c'est la stratégie qu'il va développer par rapport à une personne particulière, donc une figure d'attachement particulière, qui ne sera pas nécessairement le même style, donc la même stratégie par rapport à une autre figure d'attachement. Donc, c'est D'accord. la façon dont il va trouver à s'adapter à, mettons là, ses parents, hein, de façon assez typique, qui est la façon optimale lui permettant de mobiliser le plus souvent de façon efficace ce parent-là dans les situations de détresse. Donc, D'accord. bébé, le tout petit, va faire des essais-erreurs et va être renforcé en fait dans ce qui fonctionne. Donc, peut-être pour certains, ce sera pleurer, mais pleurer un petit peu, en fait, le parent ne répond pas à tous les coups, répond pas assez vite et c'est un petit peu insécurisant. Le parent, il a peut-être un seuil de réaction qui est un peu plus élevé que la moyenne et il va avoir besoin d'un petit peu plus de pleurs pour venir. Parce que bah, peut-être c'est un parent qui est préoccupé dans Hmm. sa vie, qui est moins disponible, qui est absorbé dans ses tracas, dans ses soucis de santé, dans toutes sortes de stress. Enfin, c'est tout Oui. à fait compréhensible. Quelle que soit la raison, ce parent-là, il va avoir besoin d'un petit peu plus d'intensité dans l'émission des signaux de détresse de son enfant pour se mobiliser. Donc que l'enfant Donc, fasse plus de bruit et se manifeste plus, s'agite voilà, plus. exactement. Oui, C'est ça. d'accord. Donc, pour que Et l'enfant... pardon, Ouais, l'enfant ajuste son comportement en fonction de la réponse de cette figure d'attachement qui est en train de se exactement. dessiner. Exactement. Et c'est un petit peu du renforcement au sens du comportementalisme, hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas réfléchir. Le bébé, Non, il n'a pas hmm, encore la c'est pas capacité l'intention. d'élaborer tout ça. Mais en fait, tout simplement, les comportements qui fonctionnent et qui sont les plus efficaces vont avoir tendance à être réutilisés. Et en Oui, particulier dans les situations de détresse. Donc, si le tout petit découvre que c'est en ayant telle stratégie que ça fonctionne le mieux pour avoir une réponse, eh ben, il va avoir tendance à surdévelopper cette stratégie-là. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les stratégies d'attachement développées par un tout petit vont changer au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il a des stratégies relationnelles de plus en plus élaborées et un cerveau de plus en plus élaboré. Donc là où, quand il est tout bébé, bah, à part pleurer, appeler ou laisser tomber, parce que ça ne sert à rien, parce que personne oui, ne répond ou qu'il subit même des maltraitances s'il pleure trop, il n'a pas beaucoup d'autres recours. Quand il commence à pouvoir se déplacer, il peut courir après, il peut s'agripper, il peut hmm, voilà, développer des stratégies un petit peu différentes. Quand il commence à être encore un peu plus grand, il peut découvrir que quand il fait un câlin à papa ou à maman, ou quand il prend soin de papa ou maman,
là, il reçoit de l'attention. Donc, ça peut l'amener à l'encourager finalement à développer une tendance à prendre soin du parent pour avoir de l'attention. Ce qui est évidemment quand même assez Ouais, problématique. Il y a une ouais, ouais. inversion de la relation d'attachement dans ce genre de situation, c'est un petit peu embêtant. Oui, Donc, c'est ça qui fait la complexité de l'attachement, c'est que en fonction de l'âge, les manifestations ne vont pas du tout être les mêmes. Et oui, puis, en fonction de la maturation du cerveau, les stratégies vont être de plus en plus élaborées et ne vont plus se limiter à juste la mère ou juste le père, mais vont pouvoir aussi se dire, bon, ok, alors on va pas se le dire comme ça, mais tiens, ma maîtresse, j'ai 6 ans, ma maîtresse de CP, voilà ce qu'elle éveille en moi comme souvenir de personnes et ce qui a marché avec les personnes en question. Donc d'accord. avec cette personne-là, je vais plutôt avoir tendance à râler beaucoup, par exemple. Et puis avec telle autre D'accord. personne, je lâche l'affaire, je ne demande pas d'aide parce que je sais que je vais me faire rebiffer. Donc, Donc ça veut euh, dire qu'on a une reproduction de ces schémas d'attachement avec n'importe qui en fait, avec les personnes qui entourent l'enfant. Il va reproduire ces schémas d'attachement. Donc initialement, il y a un schéma d'attachement qui se dessine dans les premières années de vie, qui dépend, enfin, dont dépend la survie de l'enfant. Donc il a besoin que d'envoyer des signaux d'attachement et la figure d'attachement doit répondre à ces signaux pour apporter des soins, pour réconforter, pour répondre aux besoins, etc. Et en fait, une fois donc que le style d'attachement est défini pour l'enfant, admettons que ce soit un style d'attachement sécure, ensuite, quand il va rentrer dans d'autres structures sociales ou l'école ou ce genre, même la crèche, pourquoi pas, il va quand même aller rechercher d'autres figures d'attachement. On parle de figures d'attachement secondaires, primaires, secondaires, alors, etc. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut avoir des comportements d'attachement qui ne sont pas nécessairement adressés à des figures d'attachement. D'accord. Je vais m'expliquer. On appelle, en théorie de l'attachement, on appelle situation attachement pertinente des situations qui sont susceptibles de déclencher le système d'attachement. Ok. Autrement dit, dans des situations où je suis en détresse, hein, qui vont déclencher le système d'alarme, des situations où je perçois du danger, à tort ou à raison, mais je perçois du danger, une des options pour moi, donc évidemment, il y a la fuite, le combat, le figement, mais une des options, c'est d'activer mon système d'attachement, c'est-à-dire j'ai emmagasiné dans mon expérience qu'une de mes options pour faire face, c'est demander de l'aide. Et Oui. si j'ai développé des stratégies d'attachement un petit peu rigides ou restreintes avec mes figures d'attachement, ben, je risque d'être restreinte dans les stratégies qui vont me venir un peu D'accord. spontanément dans les situations d'urgence où je n'ai pas trop le temps de réfléchir. Hein. Je vais faire au Oui. plus économique, je vais faire à ce que je connais le mieux. Donc, c'est Oui. assez probable que je suis à risque en fait de puiser dans les stratégies que j'ai déjà plus employées, en l'occurrence celles avec mes figures d'attachement, dans des situations similaires qui sont des situations d'attachement pertinentes. Mais si je demande Oui. de l'aide à un collègue, de l'aide à quelqu'un dans la rue, de l'aide à un médecin, c'est pas mes figures d'attachement pour autant. Oui. En revanche, c'est quand même des situations d'attachement pertinentes, c'est-à-dire des situations qui vont faire se déclencher mes comportements d'attachement, c'est-à-dire ma façon de demander de l'aide quand je suis en situation de détresse ou au contraire de vouloir me débrouiller absolument toute seule parce qu'il ne faut surtout pas demander de l'aide. Mais enfin bref, c'est ce qui a été D'accord. emmagasiné dans le système d'attachement. Donc on va avoir une stratégie ou un style qui va se développer par rapport à chaque figure d'attachement qui n'est pas nécessairement le même, ce qui Oui. fait qu'on peut avoir des styles différents et du coup, en fonction du contexte et du type de personne, décrypter, bon, est-ce que ça ressemble plutôt à maman ou plutôt à papa ou plutôt à encore une autre figure D'accord. d'attachement, grand-mère, grand-père, etc. Mais au fur et à mesure que le cerveau grandit et qu'il devient plus subtil, on va avoir des stratégies plus élaborées, des décryptages plus élaborés de bah, dans tel type de situation, il vaut mieux que je procède comme ci, et puis dans tel autre, Oui. je procède comme ça. Il va de soi que quand D'accord. on n'a pas eu la chance d'avoir la sécurité de l'attachement, c'est-à-dire d'avoir des réponses efficaces, sensibles, compétentes, hein, entre guillemets, de la part des figures d'attachement, qui me font sentir que globalement, je suis en sécurité dans le monde, globalement, Oui. je peux compter sur les autres, il peut y avoir des ratés, hein, relax, hein, on ne va pas se mettre la pression, il peut y avoir des ratés, mais globalement, quelqu'un finit par arriver relativement suffisamment vite, on va dire, et je ressens que je mérite la peine qu'on prenne soin de moi. Donc ça veut dire Oui. que si je suis, par exemple, victime d'une situation de violence sexuelle, mettons, à l'école, il y a plus Oui. de probabilités pour que j'aille le dire, pour que Oui. j'aille dire à la maîtresse, pour que je le dise à mes parents en rentrant, ou pour que je le manifeste. Et il y a aussi Oui. plus de probabilités pour que je sois entendue, parce que je suis dans un Oui. environnement qui a plus l'habitude d'être sensible, d'être attentif. C'est ça.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ceci. Ouais. Alors, il y a des commentaires dans le sens, c'est compliqué. Oui, l'attachement est une science qui n'est pas simple, en effet, mais qui est essentielle. Donc, simplement, un enfant qui va naître est dépendant de son environnement, notamment l'environnement humain. Il peut pas se nourrir tout seul, il peut pas se défendre, etc. Même si les dangers ne sont pas les mêmes que ce qu'on a pu connaître dans les temps anciens, mais en tout cas, il y a toujours des dangers potentiellement pour l'enfant de survie. Et ces dangers sont différents. Donc, il a besoin d'une personne sur qui compter, une personne qui soit capable de décrypter ces signaux. Alors, pas tout de suite, évidemment. Quand on parle de signaux d'attachement, ce sont des pleurs, l'agitation, ce genre de signaux qui vont être envoyés à cet adulte qui est censé prendre soin de l'enfant. Et cet adulte va donc, je crois, une activation, il va même y avoir une activation dans son amygdale cérébrale à lui pour le mettre en inconfort et en alerte pour venir aider l'enfant, justement, pour venir lui donner des soins. Donc, ce système est quand même biologiquement très très bien fait justement pour assurer notre survie. Donc l'enfant va envoyer donc ces signaux d'attachement, l'adulte va se sentir en inconfort et en alerte, va donc avoir envie et besoin, parce que c'est presque un besoin, c'est viscéral, d'aller aider l'enfant à subvenir à ses besoins qu'il ne peut pas assurer tout seul. Et c'est ainsi que l'enfant survit, grandit, se développe. Et justement, les premiers mois, je crois que ça met 9 mois à peu près pour que l'attachement Oui, c'est soit à à peu peu près près ça. défini. C'est ça. Oui. Donc, Pour donc déterminer une figure d'attachement, en c'est gros, ça. c'est entre les 6, 8, 9 mois du bébé qui commence à avoir une figure d'attachement particulière vers laquelle il va se tourner préférentiellement dans les situations de détresse. C'est ça. Donc l'enfant, de 0 à 8, 9 mois, va tester, donc va envoyer ses signaux d'attachement, va voir les réponses, va ajuster ses signaux. Donc quand il ne va pas crier assez fort ou pleurer assez fort, eh ben, qu'il n'aura pas de réponse, il va peut-être crier un peu plus fort ou alors pleurer un peu plus, s'agiter plus pour que justement l'adulte puisse répondre à ces signaux d'attachement. Et parfois, l'enfant va même se résigner, c'est-à-dire qu'il va se couper de ses émotions parce que c'est trop douloureux pour lui. Ça, on va en parler. Ça fait partie des styles d'attachement insécures. Et notamment, lorsque ces schémas sont établis, donc dans les 1000 premiers jours, ça vient se projeter ensuite sur et presque faire partie intégrante quelque part d'une personnalité qui va se mettre en place, notamment dans l'interaction par rapport à son environnement. Ça veut dire que ces conditionnements qu'il va avoir par rapport à l'attachement initial vont se retrouver ensuite dans les interactions qu'il va avoir dans sa vie. Alors heureusement, ce n'est pas figé, ça peut évoluer, parce que des figures d'attachement, tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe, mais on peut en trouver partout finalement, dans le couple, tu l'évoquais, on peut en trouver également chez la nounou, on peut en trouver effectivement chez l'enseignant. Donc, est-ce que ça serait un raccourci erroné que de dire plus il y a, plus il y a de figures d'attachement euh, sécurisantes pour l'enfant, mieux c'est finalement. Oui, alors ça c'est sûr. Après, je reviens sur ce que tu disais de l'enseignant. C'est peu probable pour l'enseignant parce que pour devenir D'accord. une figure d'attachement, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la figure d'attachement, elle est choisie par l'enfant. On peut avoir envie d'être la figure Oui. d'attachement et puis malheureusement, l'enfant ne nous choisit pas. Mais généralement, dans les premiers temps, ce qui va jouer, c'est la quantité de temps passé avec l'enfant, mais c'est pas D'accord. que ça, c'est aussi l'investissement affectif et le fait de faire de l'enfant une priorité. Ok. Alors Donc, ça peut être mon oui. travail et je passe beaucoup de temps avec cet enfant et je peux beaucoup aimer cet enfant et c'est pas un souci, mais simplement, c'est pas une priorité dans ma vie. Et typiquement, les enseignants, généralement, enfin, c'est pas leur job d'ailleurs, et puis ils pourraient pas faire de chaque enfant Bien leur sûr, bien priorité. sûr, Il bien faudrait qu'il sûr. y ait une relation vraiment très particulière, et c'est possible, hein, mais ce serait quand même atypique euh, de la part d'un enseignant de devenir une figure d'attachement dans ce contexte-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toujours une figure d'attachement principale et éventuellement, si Oui. possible, hein, des figures d'attachement secondaires. Parce qu'en cas d'urgence, en fait, au niveau de l'évolution de l'espèce, il faut que je sache vers qui me tourner et il faut que la figure d'attachement, elle sache que c'est elle qui est en charge en cas d'urgence. S'il y a un incendie, il faut qu'on sache qu'on va se retrouver, quoi, en fait. S'il y a plusieurs personnes qui sont en charge de moi, elles peuvent toutes se compter les unes sur les autres, se retrouver dehors et se rendre compte que personne ne m'a sauvé. Donc ça ne fonctionnerait pas, en fait, en situation d'urgence, de D'accord. détresse. Il faut qu'il y ait un élu et puis que moi, je me sente investie par cet élu que j'ai choisi, en fait, oui, en termes d'urgence et de survie. Et puis il y a aussi autre chose que tu as D'accord. évoqué tout à l'heure, c'est que effectivement, en complément du système d'attachement chez l'enfant,
si tout va bien, le système d'attachement, quand il est déclenché, il déclenche chez la personne qui s'occupe de l'enfant le système de caregiving. Pas juste chez Oui. la figure d'attachement, chez n'importe quelle personne qui s'occupe de l'enfant. On va prendre Alors, un exemple tout caregiving, simple. pardon, Voilà, caregiving, donc du coup, donneur de soins, voilà, du coup, c'est caregiving. ça. C'est le fait de donner des soins, d'avoir envie de prendre en charge quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité. Hmm. Et il y a un exemple que Nicole Guednet, qui m'a formée à l'attachement, donné. C'était, imaginez que vous êtes dans les transports en commun et il y a un bébé là qui est dans sa poussette et qui pleure. Et il pleure, Oui. il pleure, il pleure, et il y a son parent à côté. Prenez quelques instants pour imaginer cette situation et qu'est-ce que vous allez ressentir? Toi, qu'est-ce que tu ressentirais, Jean-François? Dis-nous. Qu'un bébé n'arrête pas de pleurer, eh ben, Voilà. je me sentirais vraiment très mal et j'aurais envie d'intervenir en fait pour l'aider à arrêter de pleurer, lui donner des soins, Mais le l'écouter, bébé peut-être le est là cajoler. le bébé avec son parent. Alors, du coup, je parlerai aux parents. Donc, si je vois que le parent ne déclenche pas ce système d'attachement, c'est-à-dire ne va pas apporter assistance Ouais. ou des soins à l'enfant, je poserai des questions. Je fais, oh là, je dirais, il semble que votre enfant ait des difficultés, que voilà, qu'il pleure, enfin, sans juger Alors toi, quoi que tu ce vas le soit, même hein, mais en tout cas, au-delà. Moi, je demande juste qu'est-ce qu'on va ressentir. oui. On va voir ce que nous disent les personnes qui sont là. Alors, oui, Qu'est-ce allons-y alors. Vous voyez ce bébé qui pleure dans la poussette, avec un parent à côté qui ne réagit pas. Ça vous fait sentir quoi? Et je Alors, on va vois, voir les est-ce réponses. qu'il y aura un replay, nous demande-t-on. Oui, il y Ça en aura vient de la un maltraitance, replay, oui, tout à mais fait. voilà, il y a de Alors, de l'angoisse, l'angoisse, envie de prendre dans mes bras, oui. et allez, soyons honnêtes, Tristesse et il y a du rage. lâcher, de la tristesse et de la À rage, la j'ai rage besoin d'aider, mais quand même. ça m'énerve. Mais oui, parce que le parent, il est là, il fait rien. Oui, Ok? Donc, on va probablement se sentir un peu irrité ou agacé ou en colère, voire en rage, si vraiment ça prend des proportions oui, importantes par rapport à ce parent. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait? Il n'entend pas que son bébé pleure. Hein, ça m'énerve, quoi. Imaginez la même scène. Et là, le bébé est tout seul dans sa poussette, il n'y a pas de parent. Qu'est-ce que je ressens? Vous voyez comment ce que je ressens, c'est différent là. oui, Vous voyez? Là, oui, j'ai de la peine, je vois, j'ai de la peine pour le petit et besoin de gifler le parent. Ben oui, je comprends. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Ce parent, oui, oui. pourquoi son caregiving n'est pas activé? Son bébé est en détresse, il appelle et il ne bouge pas. Le parent n'est pas là. Là, tout de suite, là, je doute pas, je vais aller prendre soin du bébé, ce Oui, que tu décrivais tout à l'heure. Si je fais ça que le parent est tout là, à je vais fait. m'en prendre une. Si je vais prendre le bébé dans les bras, je suis quand même à Oui, risque de ça m'en c'est prendre une. sûr, oui, 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 Voilà, donc évidemment. ce que je veux dire, c'est que si le caregiver manifeste est là, on va en vouloir au caregiver de ne pas mobiliser son caregiving. S'il n'y a personne pour prendre soin de ce bébé, c'est mon caregiving qui va être activé de façon privilégiée plutôt que ma colère Oui, vis-à-vis de ce caregiver. Donc, c'est pour dire que on a ça même vis-à-vis d'un bébé inconnu qui a des pleurs qui sont irritants dans les transports en commun. C'est pas le meilleur endroit pour pleurer, hein, pour les adultes qui l'entourent, mais c'est fait pour déclencher notre système de stress et nous amener à réagir, à faire quelque chose. C'est des signaux oui, aversifs, c'est-à-dire qui nous donnent envie que ça s'arrête, de faire tout ce qu'on peut pour que ça s'arrête. Et malheureusement, parfois, ça mène à de la maltraitance parce que le parent est démuni, qui ne sait plus quoi faire pour que ça s'arrête parce que c'est des pleurs qui suscitent le stress. Donc tout ça pour dire que on est quand même assez programmé dans notre oui. espèce si tout va bien, et on amène ça avec les bébés animaux. Hein. Un bébé, n'importe quelle espèce, gros yeux, grosse tête, mignon. On a envie d'en prendre soin. C'est Ça Joan porte un nom, Didier je qui crois, hein. disait ça dernièrement. Donc ça suscite notre Oui, caregiving. C'est vraiment deux systèmes super complémentaires. Et d'ailleurs, être mignon, c'est une façon d'activer le caregiving. C'est une façon d'obtenir de la relation, de la protection, du soin. Et oui, c'est bien d'avoir un adulte proche qui nous aime, qui nous trouve attendrissant pour se prémunir contre le danger. C'est tout pas à fait. calculé de la part de l'enfant, mais c'est ces enfants super mignons qu'on est tous qui ont survécu au niveau de l'espèce. Ceux qui ont réussi à susciter de l'attendrissement. Oui,
Oui, bien sûr, bah oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ça porte un nom, hein, je ne me souviens plus de quel nom il s'agit. Le fait que les enfants aient des grands yeux, en fait, il y a une sorte de disproportion qui va attirer la sympathie, qu'on va effectivement trouver ça mignon. On peut même s'en servir pour désactiver notre énervement, notamment le fait de penser à la photo d'un bébé ou de voir la photo de notre enfant quand il était bébé, alors que maintenant il fait 1m93 et qu'il est adolescent et qu'il a un comportement qui peut nous énerver. Ah bah tiens, je réactive mon système de caregiving en pensant à lorsqu'il était enfant, en regardant sa photo, en fait, quoi. C'est ça? C'est le bon vieux temps, qu'est-ce qu'il était mignon. Donc, On va pas ce lui qui est dire, hein, mais important, à mon avis, au niveau de l'attachement, c'est de comprendre que le style d'attachement, il ne se construit pas tout seul, autrement dit. Il se construit en fonction du oui, type de parentage et de réponse de caregiving que le bébé va recevoir, que le bébé, le tout petit, il s'adapte à son environnement et il est renforcé dans ce qui fonctionne le mieux. Alors, pour revenir sur ta question de tout à l'heure par rapport à comment ça s'élargit après quand on grandit, en fait, il faut vraiment penser les choses en termes de survie de l'espèce. Ce qui nous mhm, a aidé à survivre au niveau de l'espèce, c'est que dans cette période précoce, on développe des stratégies qui sont adaptées à l'environnement relationnel auquel on est exposé. Donc, si je suis dans un environnement de pénurie, de stress, oui. avec des parents qui ont du mal à faire leur chasseur-cueilleur et à trouver de quoi manger et qu'il y a un environnement hostile, quelle que soit la raison, je vais apprendre qu'il ne faut pas trop que je demande parce que enfin, de toute façon, si je pleure, ils ont d'autres priorités, ils ne peuvent pas me répondre. Donc, il y a des risques que je développe une Oui. stratégie évitante. C'est-à-dire, j'apprends que, bah, en fait, mes besoins d'attachement, on n'y répond pas. C'est pas utile de demander de l'aide parce que je ne reçois pas de réponse. Donc, Donc ça, j'apprends à me c'est débrouiller tout un des seul. styles d'attachement, Oui, évitant. bien sûr, insécure Donc, évitant. Mais donc ça, concrètement, alors, c'est un environnement oui, où les parents sont débordés, sont pas suffisamment disponibles, ne répondent pas, ne peuvent pas, sont en difficulté pour répondre aux besoins d'attachement de leur enfant, oui, qui apprend très tôt à devenir autonome, à se débrouiller tout seul pour se réguler. Donc ça, c'est oui, effectivement la première stratégie possible dans les stratégies insécures, c'est une stratégie d'attachement évitante. Et puis, on a celle qu'on évoquait tout à l'heure de j'ai appris qu'il faut que je monte le son pour obtenir l'attention. Si je crie juste normalement, que je pleure juste normalement, bah, le parent, il répond des fois, puis d'autres fois, il ne répond pas. Donc, il a un parentage un peu imprévisible. Et je vais le rendre le plus prévisible oui. possible parce que la prévisibilité, moi bébé, c'est ce qui me rassure. Hein. J'ai besoin de routine. J'ai pas une vision du monde encore très structurée, donc je vais utiliser ce qui marche et ce qui marche le mieux et ce qui marche à tous les coups pour abaisser mon stress. Donc si c'est crier plus Oui, fort, ben, c'est ce que je vais faire. Si c'est m'agripper, pleurer, hurler, c'est ce que je vais faire. Parce que c'est oui. peut-être que comme ça que j'arrive à avoir une réponse de la part du parent. Et que le reste du temps, il ne répond pas toujours de façon prévisible. Donc ça, c'est la stratégie insécure, anxieuse ambivalente. Et D'accord. puis Donc heureusement, là, on a il y a vu quand les même, trois stratégies. voilà, il y a quand même des D'accord. sécures qui n'ont pas besoin de crier trop fort, Oui, qui apprennent assez rapidement, qui reçoivent une réponse quand ils demandent de l'aide. Pas toujours, hein, mais globalement, c'est assez fiable et suffisamment fréquent pour qu'ils soient tranquilles. On va d'accord. dire ça comme ça. On va pas mettre la pression. Il paraît que c'est à peu près 30% du temps qu'il faut que les interactions fonctionnent bien pour générer de la sécurité. Donc, cool, les D'accord. parents qui nous écoutent, on ne se met pas la pression. C'est juste être suffisamment bon, c'est pas être parfait. On se Oui. relaxe. Alors Sonia, ça répond à votre question du coup, à 30% du temps. Où est la limite entre répondre aux besoins de l'enfant et l'autonomie? En fait, déjà, bon, on vient de parler en termes de proportion de temps à accorder, d'attention, etc. Mais effectivement, la question est intéressante. Quelle est la limite entre répondre aux besoins de l'enfant et l'autonomie, du coup? Ok. C'est une super question. Oui, Alors, oui, merci beaucoup. Imaginez que vous arrivez sur la planète Mars. Et sur la planète Mars, il n'y a pas d'oxygène. Okay. Donc, vous êtes dépendant de votre capsule où il y a de l'oxygène. D'accord. Il se trouve que pour accéder à la capsule, vous avez une personne qui est la référente oxygène. En l'occurrence, c'est votre figure d'attachement. Vous avez compris, vous m'avez vu venir. Pour survivre, vous avez besoin de cet oui. oxygène. Vous allez, vous allez trouver la stratégie qui marche le mieux pour avoir accès à l'oxygène. Si vous avez quelqu'un qui n'aime pas qu'on le colle, et pour avoir de l'oxygène, il faut prendre soin de lui, par exemple. Donc, on va avoir une stratégie évitante un peu élaborée. Je prends soin et j'arrive à avoir un petit coup d'oxygène. J'arrive à avoir bon, une relation d'attachement qui est inversée, mais j'arrive à avoir confiance dans le fait que c'est quand même possible d'avoir du prendre soin, même si ça existe dans le monde. C'est moi qui prends soin de l'autre, mais ça existe. Bref,
Sinon, j'ai aussi une autre stratégie, c'est j'ai mon donneur d'oxygène, bah, il est un peu imprévisible. Des fois, ah, il voit que je suis là, il me donne un coup d'oxygène, puis des fois, il oublie complètement, il passe à autre chose, il est occupé par d'autres choses, il répare la capsule. Bref, quelle que soit la raison, c'est vraiment sans jugement, c'est juste un constat. Bah, il ne peut pas toujours, en fait. Et j'ai Mhm. remarqué que si je le scotche, si je m'agrippe, si je lui grimpe dessus, que j'attire son attention, si je suis constamment en train de crier, bah, je l'ai mon oxygène. Mais donc, c'est vraiment juste qu'est-ce qui marche pour ma survie. Et l'autonomie, Oui, ben, c'est le fait de pouvoir s'éloigner. Qu'est-ce qui, à votre avis, va vous donner envie d'explorer Mars? Explorer Mars, allez voir, tiens, ce caillou-là, il a l'air quand même assez intéressant. Ben, c'est si je Mhm. suis sûre que quand je reviens, j'ai de l'oxygène à tous les coups. Donc, si je sais que je suis tranquille, je peux compter sur ma capsule, elle ne va pas bouger de place, il y aura quelqu'un pour moi, je vais avoir de l'oxygène quand j'en demande et je n'aurai pas besoin d'attendre 10 minutes ou de crier très fort, je peux y aller Oui. explorer. Une autre façon de dire ça, c'est que dans la théorie de l'attachement, on a le système d'attachement, c'est-à-dire Mhm. aller récupérer de la sécurité, du réconfort auprès de quelqu'un qui va nous protéger, et le système d'exploration, qui est aller, bah, comme son nom l'indique, explorer le monde, découvrir, apprendre, etc. Et ces deux systèmes ne sont pas activés en même temps. Alors, soit je suis en situation d'urgence, et là, franchement, j'ai pas envie de lire un livre, j'ai pas envie d'apprendre des choses à l'école, j'ai pas envie Bien d'aller sûr. voir ce caillou là-bas parce que je suis pas sûre que je vais avoir l'oxygène et je vais survivre. Il y a d'autres priorités que d'aller voir le caillou. Il est bien beau être rouge et très joli, c'est l'oxygène ma priorité. Mhm. Je suis sûre d'avoir de l'oxygène. Wow, le monde est vachement intéressant. Je vais pouvoir explorer, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir m'intéresser à plein de choses. Et puis, oh, je rencontre un truc qui me fait peur. Hop, je retourne à ma figure d'attachement. Je vois qu'elle me répond, elle est là, elle est présente. Elle me rassure. Oh, ça y est, je redescends des genoux de papa ou de maman et puis je retourne jouer au square. Après, j'étais tombée par exemple et hop, j'ai eu mon petit réconfort, j'ai été rassurée, j'ai plus mal aux genoux, je peux y retourner. Donc on va avoir une alternance de ces deux systèmes Oui, et on le sait bien oui. si vous êtes par exemple en formation professionnelle, mettons. Vous devez suivre un cours, vous devez suivre quelque chose, vous êtes censé apprendre. Et puis, bah, vous avez un de vos proches qui est à l'hôpital et vous attendez des nouvelles d'une minute à l'autre. Vous n'allez rien apprendre. Évidemment, vous êtes en stress, vous avez besoin de réassurance, de réconfort. Vous avez besoin de savoir enfin, voilà, que la personne à laquelle vous tenez, qui est peut-être votre figure d'attachement, une de vos figures d'attachement, ça va. Et donc, on va vraiment avoir une inversion de ces deux systèmes qui ne sont pas activés les deux en même temps. Et ça, je trouve que c'est très Oui, important pour comprendre potentiellement une partie des difficultés scolaires. C'est tout que à fait. si je suis inquiet sur ma vie, sur moi, sur ma sécurité, si je ne me sens pas en sécurité à l'école, si je ne suis pas sûre qu'à la maison tout va bien pendant que je suis à l'école, toutes ces choses-là, ben, ou d'une façon générale, dans le monde, je n'ai pas appris que j'étais en sécurité, ben, je vais avoir du mal à explorer en fait. Et mon prof, il peut se dévouer et faire plein de choses. Ça va être compliqué Oui, parce que mon système d'attachement est trop allumé. oui, tout à fait. Et alors, Donc merci l'autonomie, beaucoup. autrement dit, c'est le fait d'avoir assimilé suffisamment de sécurité pour pouvoir aller explorer. C'est pas la même chose que la dépendance. La dépendance, je ne peux pas faire sans l'autre. Et l'indépendance, c'est le fait de ne pas pouvoir dépendre de l'autre. C'est devoir à tout prix se débrouiller tout seul. Donc Oui, l'attachement insécure, anxieux ambivalent, il est trop dépendant. L'attachement insécure évitant, il est trop indépendant. Il apprend à tout le temps faire tout seul, même dans des situations où bah, ce serait franchement beaucoup plus adapté de s'appuyer sur les autres. Et puis, si tout va bien, on a l'attachement sécure avec un enfant on appelle ça sécure autonome. C'est pas par hasard. C'est parce qu'il a d'accord. cette sécurité. Mais si vous vous imaginez sur Mars, c'est très clair hein, ce que c'est que l'autonomie. Hein. C'est être suffisamment tranquille sur OK, je vais avoir ce dont j'ai besoin si j'en ai besoin, s'il y a le moindre stress, je sais où me replier, j'ai ma base, hop, 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 je peux commencer à aller explorer. Oui. Et on a une autre question du coup qui est tombée. Qu'est-ce qu'un trouble d'attachement? Et on peut même peut-être parler de trauma d'attachement si tu veux bien. Alors c'est compliqué parce que la terminologie trouble de l'attachement, elle est super utilisée, elle est vraiment beaucoup utilisée, alors qu'en fait, ça correspond à un trouble très précis de D'accord. l'enfant, très circonscrit, de l'enfant c'est vraiment un trouble très grave en fait chez l'enfant. Alors que la façon dont on l'entend, c'est plutôt des difficultés à s'attacher, à être proche, c'est au contraire des difficultés par rapport à la séparation,
Donc, c'est des difficultés souvent dans le lien amoureux auquel on pense quand on pense à l'adulte en termes de troubles de l'attachement et de séparation vis-à-vis de ces figures d'attachement quand on est enfant. Donc, par exemple, par rapport aux parents, trouble de l'attachement quand l'enfant va à l'école, ça ne Mhm. correspond pas à ce qu'on appelle en psychiatrie le trouble de l'attachement. Donc, il faut déjà l'avoir en tête, c'est qu'il y a la D'accord. terminologie technique et puis il y a le tout venant, en fait, ce qu'on va très couramment appeler trouble de l'attachement, qui correspond plutôt à des difficultés soit à s'appuyer sur l'autre, à demander de l'aide, à être intime, à dépendre de l'autre dans les situations de détresse, soit au contraire des difficultés à se séparer et à être D'accord. seul, par exemple. Mais dans les D'accord. deux cas, il y a des risques que ce soit associé à des difficultés à réguler ses émotions et à se débrouiller pour se calmer, pour s'auto-calmer, quoi. Oui. Oui, oui. Voilà. Ok. Très bien. Bon, j'espère que Poupoune, nous avons répondu à votre question. Alors, je crois que Peut-on la inverser? question, c'était comment le gérer. C'est peut-être, j'imagine que c'est par rapport à l'enfant. Oui. Euh, je vais juste donner un petit tuyau que je trouve intéressant, même si c'est pas forcément le genre de truc qu'on va résoudre comme ça avec un live Instagram avec un petit tuyau, mais je trouve que c'est important de se mettre à la place de l'enfant. Et l'enfant qui, par exemple, a des difficultés de séparation, qui a de l'anxiété de séparation, typiquement au moment d'aller à l'école, au moment où le parent part le matin. Alors, ça dépend là aussi en fonction de l'âge, mais généralement, c'est le début de l'âge scolaire, par exemple. Hein. Je ne sais pas si c'est à cet âge-là que vous pensez là, dans Elle cette peut nous question, répondre mais peut-être. ouais. Dites-nous quel âge enfin, correspond votre question. Mm, mm. Ouais, ok. Donc là, on a affaire à un cerveau quand même assez élaboré, et du coup, on va avoir des stratégies assez élaborées possibles. C'est très important quand il y a des difficultés au moment de la séparation de reconnaître simplement les émotions. Bah oui, euh, c'est triste de se séparer quand on s'aime. Moi aussi, je suis triste d'aller au travail et de plus être avec toi. J'aimerais bien passer la journée avec toi. Alors évidemment, on va dire que des trucs sincères, mais juste de reconnaître qu'en fait, on s'aime. Et donc, on n'aime Oui. pas forcément être séparés. Et nous non plus, on n'aime pas forcément être séparés. Alors, on ne va pas s'effondrer en larmes parce qu'on ne veut pas charger de petit de notre émotion, mais on peut quand même juste valider son émotion. C'est logique, on s'aime, on n'a pas envie d'être séparé et c'est dur d'être séparé. Et un autre volet qui me semble vachement important, pas juste reconnaître l'émotion, mais c'est aussi écoute, voilà ce qui va se passer. Moi, je vais aller au travail, je vais faire ceci, je vais faire cela. Toi, tu vas aller, par exemple, pour l'enfant de 6 ans, à l'école, tu vas aller en classe, il y aura la cantine, il y aura... Donc, décrire un peu comment va se passer la journée, rappeler un peu les grandes Mhm. lignes ou des choses pour lesquelles, qui vont se passer dans la journée, qui peuvent être faciles ou difficiles d'ailleurs. Et ce soir, à 16h30 ou ce soir à 18h, après la garderie, c'est moi qui viendrai te chercher. Et ce qui peut être vraiment chouette, c'est de construire ensemble, ça va être quoi les retrouvailles? Les retrouvailles, c'est un Mhm. moment où, quand on est séparé de sa figure d'attachement, même adulte, mais surtout quand on est petit, quand on est vraiment dépendant d'elle, on va avoir un petit stress en fait. Donc Eh ce oui. petit stress, il faut l'éteindre. Et le fait de faire des retrouvailles, de marquer les retrouvailles, ça va aider à éteindre le système d'attachement, de faire sentir au corps en fait. Le système nerveux, le système d'attachement, c'est dans le corps. Faire sentir, on s'est retrouvé. Donc le Oui. fait d'avoir une perspective, comment on va se retrouver ce soir? Et ça peut être vraiment juste une bricole, on va faire un cache-cache, je vais te ramener à l'école sur le dos. Alors, à 6 ans, ça commence à être un peu lourd, mais sur le Oui, dos. hein. De trouver la petite cérémonie de retrouvailles, et ça peut très bien être en famille, ça peut être très bien, une fois qu'on est tous rentrés à la maison, on fait un petit truc ensemble. Pour les plus grands, ça peut être un petit jeu de société. Oui. Et vraiment, vous cassez pas la tête, vous mettez pas la rate au courbouillon avec des activités super élaborées, super longues. C'est juste, on prend un petit temps ensemble pour marquer. Mhm. On est de nouveau tous ensemble, on est en sécurité, on est à la maison. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble. Et ce Oui. petit temps de retrouvailles, ça peut vraiment, vraiment aider à diminuer la tension de j'ai été séparée toute la journée de la personne qui me protège quand même. Et puis j'ai vécu pas forcément des choses faciles. Et hop, ça redescend. Et puis je peux aller, moi, vaquer à mes occupations de faire à manger, etc. Parce que j'ai aussi mon petit stress qui Oui. tourne en tant que parent. Et ça n'a pas besoin d'être très très long. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, en fonction des soirs, si on peut faire un petit peu plus certains soirs. Et puis les soirs où on arrive très tard, que ce soit plus court.
mais de vraiment penser au fait que mon enfant, pendant ce temps, si je me mets à sa place, bon sang, 6 ans, 18 mois, 3 ans, ils sont petits. Ils sont petits. Et c'est pas juste un réservoir affectif. L'enfant, il peut très bien savoir qu'on l'aime. C'est de la sécurité, hein. Souvent, je vois dans le Oui. commentaire, souvent, on associe l'attachement et l'affection. On peut être super aimant en tant que parent. Et la Mhm. plupart des parents sont super aimants et ne pas réussir à sécuriser son enfant. C'est vraiment deux choses différentes. Et l'enfant, il peut savoir que son parent l'aime et en même temps ne pas se sentir protégé. Donc le fait que l'enfant sente que son petit stress est pris en compte et entendu, qu'on se rend compte que bah, ça va être un petit stress en fait pour lui d'aller à l'école, d'aller à la crèche, d'être séparé, quelles que soient les raisons, même si des fois c'est pour des bonnes choses, on est quand même séparés et il y a quand même un soulagement quand on se retrouve. Oui. Et puis généralement, nous, dans notre caregiving aussi, il y a un soulagement quand on retrouve nos enfants. Hein, si un Mhm. jour vous rentrez et que vous arrivez à l'école et puis au bout de la rue de l'école, il y a un camion de pompiers, imaginez le stress que ça va vous faire. C'est peut-être même pas du tout pour l'école, mais on a ce petit truc Mhm. à bas bruit là, toute la journée il y a un appel bizarre sur mon téléphone, c'est peut-être l'école. Alors sans vouloir être trop anxieux, mais malgré tout, on a une petite veille. On a une petite veille qui est là. Oui. Et cette petite veille, bah, elle s'éteint aussi chez nous quand on se retrouve. Donc, et pour nous et Mhm. pour eux, le fait de prendre ce temps de retrouvailles et d'annoncer le temps de retrouvailles, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup aider le moment de la séparation. Et puis évidemment, quand c'est Oui. des séparations plus prolongées, surtout quand ils sont petits, d'avoir un rituel qui permet de marquer le temps, d'avoir un petit caillou à cacher dans le jardin pour chaque dodo sans papa-maman, enfin ce genre de choses, il y a pas mal Oui. d'astuces. Hein. Mais le fait de valider l'émotion, c'est complètement normal. Je comprends que tu te sens triste et tu as le droit de le dire et peut-être de trouver une astuce aussi, ça je vais y revenir. Et puis ensuite d'annoncer les retrouvailles, comment ça va se passer et quand est-ce qu'on va se retrouver, comment on va marquer le coup, et puis de le faire. Il faut tenir parole, il faut être prévisible dans Oui, bien l'attachement. sûr. Et puis évidemment, Ouais, il y a une ouais. autre chose qui est importante dans l'attachement, c'est que dans les situations où l'attachement est le plus activé, on a besoin de la proximité, même adulte. Hein. Au bas Oui. des tours jumelles, les gens qui ont vécu la catastrophe des tours jumelles, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils se sont pris dans les bras avec des inconnus. Ils se sont pris dans les bras avec des inconnus. Mais oui, Mhm. système d'attachement, ouf, ça y est, on est à l'abri. Une fois qu'on a fini de courir et de se mettre à l'abri, voilà, entre humains, on se soutient, on a vécu des choses terribles ensemble, Mhm. on se sent, s'apaise physiquement. Donc ça, c'est le niveau le plus élevé. Je suis en gros stress et si possible, évidemment, d'être pris dans les bras par ma figure d'attachement ou une de mes figures d'attachement. C'est évidemment Oui. beaucoup plus efficace que par un inconnu, mais faute de mieux. Voilà. Ensuite, Exactement. deuxième stade, c'est le fait d'avoir ce qu'on va dire l'accessibilité. Je suis au parc, maman est sur le banc et je la check régulièrement. Et on a Mhm. remarqué dans des études qui ont été faites sur le sujet que l'enfant s'éloigne moins loin quand il est dans le dos de sa mère ou quand elle est dans son dos. D'accord. Quand on ne peut pas checker, on va moins loin. Quand on peut D'accord. vérifier régulièrement du regard que sa figure d'attachement est toujours là, hop, 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 on peut partir un petit peu plus loin en distance. Donc ça, c'est l'accessibilité. Est-ce que ma figure d'attachement est accessible? C'est-à-dire que cette proximité, je peux la retrouver très facilement en Mhm. très peu de temps. C'est le deuxième niveau. Quand ils vont à l'école, on n'est ni accessible, ni encore moins proche. Donc, ça va être la troisième stratégie, c'est la disponibilité. C'est le fait que je sais que cette figure d'attachement, elle existe, qu'à un moment donné, je vais la retrouver. Et il va falloir que j'attende un petit peu. Mais nous, adultes, ça nous arrive aussi. Oh, j'ai une journée un peu difficile. Oui. Je suis encore en rendez-vous jusqu'à telle heure. J'ai hâte d'appeler mon conjoint ou de le retrouver ce soir pour lui raconter ce qui m'est Mhm. arrivé. C'est parce que j'imagine, parce que je sais qu'il est là, parce que j'imagine le moment où on va se retrouver, où où je vais trouver du réconfort, que ça m'aide à tenir. Mais ces stratégies-là, le tout petit, il ne les a pas encore. Il faut un cerveau assez élaboré pour y arriver. Donc, Bien plus sûr. notre cerveau mature, plus on arrive à se satisfaire plus que de la disponibilité. Donc, ce qui va aider un tout petit, c'est des choses qui vont faire, comment dire, un petit subterfuge de proximité, comme le foulard qui a l'odeur de maman Oui. ou le t-shirt qui a l'odeur de papa. C'est Oui. quand même quelque chose qui suscite les mêmes circuits de réconfort parce que l'odeur, c'est quelque chose qui est très, très, très imbriqué aux expériences d'attachement. Donc ça aussi, pour Oui. répondre à cette question sur les angoisses de séparation, construire avec l'enfant, s'il est en âge de parler, de réfléchir à ça, qu'est-ce qui l'aide à se sentir en sécurité?
Est-ce que c'est partir avec un petit objet? Est-ce que c'est partir avec un petit cœur dessiné par Oui, maman sur la main? Enfin, il y a vraiment plein de stratégies pour faire exister le lien, faire sentir oui, je suis toujours là, je pense à toi, même si je ne suis pas présente, on va se retrouver ce soir. Mais vraiment, le coup des retrouvailles, je trouve que ça marche d'enfer. Et ça, on n'en parle oui, un rituel de pas, retrouvailles. pas très souvent, généralement, de Non, c'est cette vrai. idée de on est plus dans accueillir l'émotion de l'enfant et du coup on le maintient un peu dans oui c'est triste, oui c'est dur, mais non mais regarde, c'est parce qu'on s'est séparés que ça va être super chouette de se retrouver. Ça va être la fête de se retrouver. Oui, oui, tout à fait. Alors, tu disais, on est plus dans l'accueil de l'émotion de l'enfant. J'ai des commentaires qui vont plutôt dans un autre sens. C'est-à-dire que Ah, les parents ont beaucoup de mal à... Alors, il y a peut-être aussi une saturation au niveau empathie à un certain moment, ouais. à accueillir les émotions pleinement parce que je pense que leur système d'alerte est tellement au taquet lorsqu'ils sont face à l'émotion d'un enfant qu'ils ne parviennent plus à simplement valider l'émotion de l'enfant, mais ils sont plus en position d'attaque-défense, c'est-à-dire ils se sentent, ils sentent comme un danger en fait par rapport à l'émotion de l'enfant. J'ai beaucoup de questions dans ce sens. Ouais. Alors Et ça, je peux tout à fait comprendre, je pense, excuse-moi, mais je pense que euh, si on valide l'émotion de l'enfant et qu'on voit qu'il ne se calme pas, oui, bah, c'est assez stressant en fait pour le parent qui peut oui, se sentir assez démuni. Et là, on est à risque d'avoir une espèce de cercle vicieux parce que l'enfant, il écoute ce qu'on dit, mais il sent surtout ce qu'on ressent. Surtout le tout petit, mhm, surtout avant 3 et même 6 ans. Il est quand même assez câblé sur notre corps. Donc, si je lui dis, mais t'inquiète pas, l'école, ça va bien se passer, et puis que moi, pour moi, l'école, ça a été super stressant, et je ne suis pas du tout convaincue que ça va bien se passer, ou que je suis mhm, stressée parce que je suis démunie et que ce que je dis à l'enfant, manifestement, ça ne l'apaise pas, ben, oui, en fait, je communique quelque chose de différent de ce que je dis. Donc, j'aurais envie de dire à ses parents, déjà, grosse compassion, parce que c'est vraiment dur. Prenez le temps, si c'est possible, de jeter un petit coup d'œil dans ce moment-là. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez convaincant, convaincu de bah, écoute, ouais, je comprends que tu sois triste. Moi aussi, je suis triste. Je n'ai pas envie qu'on se sépare. Mais bon, voilà, il va falloir que j'aille au travail mhm, et puis tout à l'école. Mais t'inquiète pas, on va se retrouver ce soir. Je trouve que de réorienter vers les retrouvailles, déjà, c'est apaisant, en fait, oui, pour nous. Et c'est réjouissant, hein, vraiment, de construire bah, comment on va se retrouver, qu'est-ce qu'on va faire, et de faire quelque chose qui vous amuse, vous aussi, en tant que parent. Nous aussi, on a des besoins, hein. Il n'y a pas de raison de faire un oui, truc oui, où oui, oh non, j'ai pas envie de jouer au domino. Genre, non, faites un truc qui est fun, qui amuse tout le monde, parce que ce plaisir partagé, c'est ça qui construit le bien cerveau, sûr. hein. Donc, voilà, faites un truc qui vous réjouit tous, enfin, qui vous réjouit vous aussi, parents, et pas juste le ou les enfants. Donc ça, je trouve que ça aide à s'apaiser, ça aide à tourner le OK, on est triste, c'est dur, mais regarde, Oui, voilà ce qu'on va faire. Et puis, ça pose aussi la question, est-ce que c'est un enfant qui est avec vous? Désolée de la question un peu délicate, mais à ce style anxieux ambivalent, c'est-à-dire qu'il a appris qu'il fallait qu'il monte le son pour avoir de l'attention et qui, c'est des enfants dans les études d'observation de ces enfants-là face à la séparation, quand il y a une réunion, quand il y a donc les retrouvailles, qui vont mettre mhm, beaucoup, beaucoup plus de temps à s'apaiser. Un enfant sécure, bien sûr d'accord. qu'il va être en détresse à la séparation, c'est normal, hein. Un enfant qui n'est pas en détresse à la séparation alors qu'il est tout petit, c'est pas normal. C'est autant le Oui, dire clairement. oui, En tout cas, vraiment une séparation. À 15 mois, on filme l'enfant, le parent sort de la pièce, l'enfant ne manifeste aucune détresse. C'est pas un signe de sécurité ou d'autonomie à 15 mois. Enfin, quand il est oui, plus grand, oui, là, c'est autre chose. Il peut intégrer davantage les choses. Mais chez un tout petit, c'est pas un signe de sécurité. Donc, il manifeste la détresse, c'est normal. Après, ce qui va être plutôt significatif, c'est comment il se comporte au moment des retrouvailles. Et en particulier, un enfant qui est inconsolable, mhm, c'est souvent un enfant qui est en fait en colère. Il est triste, mais il en veut aussi à son parent. Et donc, il ne va pas se laisser réconforter comme ça. Non, mais oh, je veux que tu comprennes que moi, je t'en veux, que tu ne me refasses pas le coup. Donc, c'est un d'accord, enfant qui a besoin de plus de prévisibilité. Et le fait d'annoncer les retrouvailles, c'est aussi être plus prévisible. Et donc, d'accord. typiquement, le coup de partir de la crèche sans prévenir, ça y est, il est calmé, je peux m'en aller, ça, c'est Non, quelque chose qui a été quand même très pratiqué, et ça va oui, à l'encontre de la prévisibilité. Donc, ça semble économique sur le moment, mais en fait, l'enfant, mettez-vous à sa place, tout d'un coup, il se tourne, le parent n'est pas là, il a disparu. Donc, il va être dans une vigilance, on l'incite à s'agripper, hein. C'est pas autre oui, chose. C'est ce qui va marcher. Mon parent, il me fait le coup de partir sans crier gare, je m'agrippe, moi. Moi, je le fais, hein. Je sais pas vous, mais tout moi, à je le fait. fais. Donc, ce Oui, qu'il faut oui, oui, comprendre, tout à c'est que ces fait. stratégies, elles sont le résultat d'une interaction.
et que ça vaut la peine de se pencher sur sa propre histoire d'attachement, sur qu'est-ce qui se passe, qui fait que je suis pas aussi prévisible que j'aimerais, parce que la plupart des parents, la très grande majorité des parents ont envie de sécuriser leur enfant. Il y a quand même pas beaucoup de Oui, parents malveillants là dehors. Hein. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup, donc a priori, on a envie de les aider, mais on n'a pas toujours le décodage. Et puis parfois, ben, on n'a aussi pas reçu ça, donc on n'a pas le mode d'emploi, ou on se dit, bah, si je lui donne trop d'affection, trop de présence, etc., il va s'habituer, il va en demander toujours plus, il ne va pas devenir autonome. Ça, c'est des croyances. Hein. Pensez à la planète Mars. Si je suis sûre d'avoir mon oxygène, c'est là que je décolle. Hein. mm. C'est là que je vais explorer. En revanche, il ne s'agit pas de surcouver, de faire la mère poule et dire oh mon petit chéri, c'est tellement dur, mais oui, tu vas aller à l'école. Ça l'angoisse l'enfant. Donc, valider l'émotion, il faut faire très attention à dans quel état je suis. C'est Oui, OK pour moi que mon enfant soit triste. Et je ne dis pas que c'est facile. Si je sens que c'est pas OK, c'est ça qu'il faut que je détecte. C'est pas OK pour moi que mon enfant soit triste. Ça me met en détresse vraiment de façon importante. J'arrive pas à juste accepter. C'est difficile pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Parce qu'en fait, oui, mon enfant intérieur, ben, il y a des chances que lui soit là en train de dire Eh oh, moi aussi, ça a été très difficile dans cette situation. Ou bien moi, personne n'écoutait mes émotions. Comment ça se fait que ce petit con, on l'écoute? Et du coup, ça suscite excusez-moi pour gros mots, hein, ça suscite de l'agressivité chez le parent parce qu'il donne à son enfant quelque chose qu'il n'a pas reçu. Et à l'intérieur, ça active des choses qui ne sont pas résolues, en fait. Donc, les situations similaires vont avoir tendance à allumer des expériences antérieures similaires, donc souvent au même âge, dans le même genre de circonstances, typiquement par rapport à l'école, avec tout ce qui vient avec, et y compris avec des émotions pas forcément résolues. Et une grosse partie de notre boulot, quand on devient parent et dès la grossesse, c'est entre autres de parler avec nos proches, et en particulier l'autre parent, oui. de ça a été quoi mon enfance, comment j'ai été élevée, comment j'envisage les autres. Tiens, quand tu dis ça, moi je trouve ça dur pour notre enfant, de pouvoir se parler, c'est pas toujours facile, de pouvoir se confronter, dire non, là, ça me convient pas, tu lui as fait peur, je veux que tu as été excusé, il est encore stressé par rapport à ça. Enfin, de pouvoir se confronter de façon bienveillante l'un l'autre, dans l'idéal, et se coordonner. Mais pour ça, ça demande de Mhm. remettre un peu sur la trame ce qu'on a vécu nous en tant qu'enfant, et puis eh ben, on revient au même problème, ce qu'on a vécu bébé, on ne s'en souvient pas. Donc on va Eh oui, avoir par exemple une intolérance aux pleurs de son bébé. Oh, je ne supporte pas quand mon bébé pleure, j'y vais au quart de tour. Mais du coup, mon bébé, je ne le laisse pas apprendre un tout petit peu à se calmer tout seul. Dès qu'il pleurniche un tout petit peu, j'y vais. Et en fait, j'entretiens une certaine forme de stress, d'anxiété chez ce bébé, parce que je lui manifeste que oui, c'est très dangereux s'il pleure, par exemple. Donc là, je suis involontairement en train de renforcer une tendance au pleur chez mon bébé. C'est terrible parce que moi, on m'a laissé pleurer, et je ne supporte pas les pleurs de mon bébé. mm. Ou à l'inverse, on m'a laissé pleurer, ça m'a rendu complètement anesthésiée. Cette détresse-là, elle est tellement intense, tellement précoce que je l'ai bien mise de côté dans un coffre-fort. Et mon système de stress, il ne réagit pas suffisamment quand mon bébé pleure. Et moi, j'ai été évitant, et puis j'apprends mon bébé très évitant, par exemple. Donc tout D'accord. ça, Eh oui, c'est oui. important de l'avoir en tête, en fait, que cette période précoce, elle va être emmagasinée. Alors, c'est pas gravé dans le marbre, il n'y a pas que ça, mais qu'elle a des risques de ressortir quand soi-même on est confronté à des bébés, en particulier à son propre bébé ultérieurement. Donc ça veut dire que donc on va avoir une sorte de continuité dans l'attachement qu'on a eu dans les premières années. On peut même transmettre cet attachement en fonction du comportement qu'on va avoir avec notre propre enfant. Donc on peut redéclencher un même style d'attachement. Et je voudrais reprendre et m'appuyer sur une question qui a été posée tout à l'heure. Du coup, heureusement, c'est pas irrémédiable ceci. C'est-à-dire qu'en fonction des signaux qu'on peut lire, on peut suivre une thérapie et travailler sur notre attachement, travailler sur nos traumas d'attachement. On n'a pas abordé ceci, mais on peut bien sûr rectifier cette trajectoire et se redonner ces soins que nous n'avons pas eus, notamment en thérapie. C'est ça, en fait, soigner l'attachement et du coup modifier, et ça modifie même toute notre vie, en fait, parce que nos comportements sont vraiment issus de notre style d'attachement intégré. Donc, en changeant ce style d'attachement, on va changer aussi notre mode d'interaction avec nos amis, notre famille, etc., etc. Donc, c'est très important d'être à l'écoute de ceci et de comment nous réagissons par rapport justement aux signaux que peuvent nous envoyer nos enfants. C'est pour ça que beaucoup de parents commencent un travail quand ils deviennent parents. Alors, c'est mieux si c'est fait avant, mais parfois, ils s'en Oui, rendent mais compte avant, justement. généralement, on ne sait pas.
en Et fait. non, Avant, justement, c'est ça, on se c'est dit, ah, ça, moi j'aimerais élever mon enfant comme ci, comme ça, et puis on se retrouve à crier sur son enfant, à se dire, c'est mais ça. qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fabrique, quoi? C'est pas Oui, si simple, en fait, avec le stress de la vie quotidienne, ben, on n'est pas toujours au top, quoi. Donc, oui, tout à ça fait. révèle les petites fragilités de ce qu'on a reçu ou pas reçu, c'est sûr. Ouais. J'aimerais revenir sur deux choses que tu as dit. Exactement. La première, c'est qu'on peut effectivement travailler là-dessus en thérapie. Il y a de plus en plus d'approches, et c'était un peu le sujet de ce grand livre des 1000 premiers jours que tu as montré tout à l'heure, de Oui, faire que je vais remontrer travailler d'ailleurs. des collègues sur, voilà, sur comment est-ce qu'on répare cette période précoce. Et puis, un autre livre pour les pros, c'est l'attachement en psychothérapie de l'adulte. Vous voyez, j'ai que la Ah, carte postale pour l'instant, il sort en octobre, où justement on s'intéresse à comment est-ce qu'on peut réparer les expériences d'attachement précoce chez les adultes en psychothérapie. Mais je tiens quand même à dire que, heureusement, il n'y a pas que la thérapie qui peut faire ça. Il y a plein d'études qui mettent en évidence comment de nouvelles expériences, le fait que les parents changent au cours de l'enfance, ça réécrit oui. l'histoire. Le fait d'être adopté, par exemple, dans une famille où il y a de la sécurité, même si on a vécu des choses très très difficiles en préverbal, ça peut Mhm. vraiment considérablement réécrire l'histoire. Le fait de faire une rencontre amoureuse, combien il y a de films qui décrivent ça, ou de livres, de quelqu'un qui est tout fermé ou tout mal, de toutes sortes de façons, et qui est libéré par l'amour qu'il rencontre, parce que la sécurité que ça lui donne. Donc on réécrit les scripts. Alors ça ne veut pas dire qu'on est, ça y est, complètement guéri et sécurisé, mais en thérapie non plus. Hein. On peut garder des petites vulnérabilités, des petites fragilités. C'est juste que on se connaît mieux. On repère nos petits travers, on les laisse fonctionner moins longtemps. On se dit, oh, tiens, j'ai eu de nouveau tendance à me débrouiller un petit peu trop tout seul face à cette situation-là, si j'avais Oui, un ami. Donc, on a plus de souplesse, en fait. La santé mentale et la santé physique aussi, je pense, c'est la flexibilité. Donc, c'est le fait d'avoir des options. C'est le fait de voir, oh, j'ai adopté cette stratégie-là un peu spontanément. C'est mon petit vieux travers, on va dire. Mais j'ai la possibilité de m'en rendre compte et puis d'opter pour une autre stratégie plutôt que de me dire, non, dans la vie, il faut toujours se débrouiller tout seul. Par exemple, non, je suis incapable de me débrouiller tout seul. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un pour m'aider. Si personne ne m'accompagne, je ne vais jamais y arriver. Vous voyez, enfin, les styles à l'âge adulte. Puis la deuxième chose que je voudrais dire sur ce que tu as dit, c'est que ce qui est vraiment complexe à l'âge adulte, c'est qu'on n'a pas un style. Et heureusement. C'est-à-dire que là où on a un style enfant, c'est même juste vis-à-vis d'une figure d'attachement. On peut avoir un autre style vis-à-vis d'une autre et encore une autre façon de fonctionner vis-à-vis d'un Mhm. troisième. À l'âge adulte, on va avoir des stratégies variées qu'on va avoir tendance à sortir de façon préférentielle dans certains domaines et de façon plus ou moins rigide, justement, en fonction de à quel point j'ai revisité mon histoire et que je l'ai un peu assouplie, ou à quel point, au contraire, mes vieilles histoires et mes plis que j'ai pris quand j'étais enfant, bah, ils restent un peu toujours les mêmes et je jure que par ça et je suis pas prêt à fonctionner Mhm. différemment. Et si ceux qui nous écoutent peuvent prendre quelques instants pour réfléchir, comment c'est quand ils demandent de l'aide? Déjà, est-ce qu'ils sont à l'aise avec le fait de demander de l'aide ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont avoir tendance à éviter? Ah, je ne suis pas très confortable, je me sens mal à l'aise. Et d'une façon plus précise, là, c'est une question générale. Comment je demande de l'aide à mon médecin? Comment je suis quand je demande de l'aide à un soignant, hein, à mon médecin, par exemple? Comment je suis quand je demande de l'aide à mes parents, si je les ai encore, ou à mon père, ou à ma mère? Mhm. C'est peut-être pas forcément la même chose aujourd'hui à l'âge adulte, l'un et l'autre. Comment je suis quand je demande de l'aide à une autre personne de ma famille, un frère, une soeur, une tante, une grand-mère, encore quelqu'un d'autre? Comment je suis quand je demande de l'aide à un collègue? C'est un autre domaine de la vie. Comment je suis quand je demande de l'aide à un inconnu dans la rue? Oui. Toutes ces façons-là de procéder, ben, ça va être des stratégies différentes parce que notre cerveau, il est hyper élaboré et il a détecté que, bah, tiens, généralement, avec les soignants, voilà comment je fonctionne. Mais avec mon médecin, il y a quand même une relation un peu différente qui fait qu'avec lui, je peux plus me confier alors que d'habitude, je ne parle jamais de moi. Et moi, j'ai par exemple des patients qui vont venir en thérapie, euh, par exemple, beaucoup s'appuyer sur moi et je découvre avec une grande stupeur qu'ils ne parlent pas du tout d'eux à leurs proches, que quand ça ne va pas, ils n'appellent pas leurs proches, qu'ils ont vraiment une façon de fonctionner très différente en thérapie et D'accord. avec moi. Et ça peut très bien être l'inverse. Ils sont super agrippés à leurs proches, ils sont hyper dépendants. Et moi, quand ils viennent, c'est non, non, je veux pas être aidé. Enfin, je veux être aidé, mais en même temps, j'ai la sensation que c'est inutile et qu'aller Oui. voir un psy, ça sert à rien, par exemple. C'est en fonction des domaines. Et même au sein d'un même domaine, ben, on peut avoir quelqu'un qui fait exception. On a un cerveau quand même vachement élaboré. Et quelqu'un Donc qui le tout, n'aurait c'est de jamais, restaurer cette flexibilité. oui,
Quelqu'un qui n'aurait jamais connu d'attachement sécure de toute sa vie. C'est possible, ça? Alors, c'est compliqué. C'est parce que dans attachement sécure, tu as est-ce que j'ai connu une relation avec une figure d'attachement avec laquelle Mhm. j'étais sécure? C'est pas en tout ou rien là aussi. Il y a des probabilités pour qu'il y ait eu des Oui, moments de sécurité quand même. oui, Et cette personne-là, d'une façon générale, si elle est devant moi, même avec, je reçois des patients extrêmement traumatisés. Donc, bon, je, je vois de quoi il s'agit. Malgré tout, ces patients, s'ils ont trouvé les ressources au niveau physiologique pour survivre, c'est qu'ils ont trouvé des stratégies pour réussir à apaiser un tout petit peu leur système de stress, sinon leur corps aurait lâché. En fait. Et d'accord. c'est pas forcément dans les relations. Ça peut être effectivement une bouffée d'air à l'école ou un prof qui a beaucoup aidé. C'est pas une figure d'attachement, mais c'est des moments d'apaisement et de sécurité. Et ça donne quand même un petit peu d'apaisement dans le Hmm. système, enfin, d'apaisement du système d'attachement. Ça peut être aussi des ressources, m'enfermer dans les livres, m'enfermer dans la rêverie. Donc, il y a vraiment un animal de compagnie. Ça peut être vraiment une vraie source de survie face au trauma, D'accord. y compris chez des petits. Donc, ça peut être toutes sortes de choses qui vont me donner régulièrement des sensations de sécurité qui vont aider mon système de stress à redescendre d'un ou deux crans. Peut-être pas complètement à zéro, autant que dans un attachement sécure au vrai réconfort, mais qui vont m'aider à survivre au niveau physiologique, hein, des hormones de stress. Donc, j'ai reçu des expériences de sécurité, certaines peuvent être relationnelles, Oui, ça peut être juste la voisine qui est chaleureuse, que je croise de temps en temps, c'est pas une figure d'attachement, mais ça me donne une expérience qui garde ma petite flamme allumée que oui, il y a quand même de temps en temps des gens sympas et bienveillants là dehors. hmm. Et parfois, moi, j'ai le sentiment que cette toute petite flamme de rien du tout, de regarder la petite maison dans la prairie et à quel point c'est attendrissant cette famille où il y a de l'amour, bah, peut-être que c'est ça qui va garder la flamme allumée et qui va faire que quand D'accord. cette personne elle arrive dans mon bureau, elle arrive un petit peu à me faire confiance. Et D'accord. ça, c'est super important parce que c'est à nous d'arriver à en faire un petit feu, quoi, en fait, hein, que la personne elle puisse élargir ces expériences-là et reprogrammer sa perception un peu automatique, sensorielle, implicite du monde comme, en fait, le monde dans lequel j'ai grandi, eh ben, il n'est pas représentatif de comment le monde est vraiment. C'était un monde où il y avait beaucoup de dangers, où il y avait de Oui, l'hostilité, où il y avait de la oui, maltraitance, où il y avait du stress, où il y avait des négligences, peu importe. Mais en fait, le monde, c'est pas comme ça d'une façon générale. Le problème, c'est qu'au niveau de l'évolution de l'espèce, nos ancêtres, ils évoluaient probablement, généralement, dans le même type d'univers avec le même niveau de danger que celui dans lequel ils avaient grandi. Donc ça nous prépare super bien. Je suis dans le ventre d'une maman super stressée, je suis bourrée d'hormones de stress, j'ai des probabilités d'être un bébé beaucoup plus réactif, beaucoup plus stressé. Je me prépare à un monde dangereux. J'ai des parents qui ne sont pas disponibles, qui rebiffent mes demandes d'attachement. Je me prépare à un monde où on ne va pas pouvoir trop prendre soin de moi. Il faut que je sois débrouille, il faut que je sois indépendant, pas autonome, indépendant. oui. Mais ça nous prépare à survivre dans un certain type de monde. Nous, de nos jours, on peut grandir avec des enfants, des parents très très stressants ou très indisponibles ou en difficulté ou en environnement assez difficile. Et puis mes parents émigrent et en France, la situation devient plus facile. Et puis j'ai la chance de faire des études, de faire une rencontre, de faire des choses qui me ressourcent, qui me donnent plus de sécurité. Oui, Mais mon système nerveux, lui, il a été programmé pour grandir et évoluer dans un certain environnement et il continue de détecter du danger à tout va alors qu'il n'y a plus d'environnement aussi dangereux qu'avant. Et si je n'ai pas reçu ces d'accord. expériences régulières de sécurité, ben, je vais avoir du mal à l'éteindre. Et si je les reçois maintenant, ben, mon système nerveux, il va pouvoir quand même se réajuster sur, ben, en fait, maintenant, il y a de la sécurité. Oui, Parce que régulièrement, je reçois du réconfort, je reçois de la sécurité. Donc, il y a, est-ce que c'est possible de ne jamais avoir vécu une relation d'attachement sécure? Probablement. C'est quand même peu probable qu'il n'y ait jamais eu aucun moment de sécurité avec ces figures d'attachement. Dans les cas d'institutionnalisation sévère, c'est-à-dire des enfants qui sont placés très tôt et souvent multiplacés avec beaucoup, beaucoup de ruptures, là, généralement, l'attachement ne peut pas se mettre en place. Et là, oui, c'est ultra dommageable parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très problématique au niveau physiologique, hein, au niveau système nerveux. oui. Il vaut mieux avoir un petit peu de continuité avec des figures d'attachement qui sont pas topissimes et qui sont insécurisantes que des ruptures continuelles. Ça, c'est évident. Donc, c'est plutôt dans ce cas beaucoup de sécurité et en plus de ne pas avoir connu de relation
sécurisante. Mais c'est deux choses différentes. En fait, je peux avoir connu des moments de sécurité, même si la relation était globalement pas très sécurisante. Oui. Alors, ce mot de sécurité, c'est le fil rouge hein, depuis le début de cette intervention. L'avoir toujours en tête, c'est pas mal pour soi et pour l'enfant. Reconstituer la sécurité. Et justement, c'est le travail que nous faisons hein, depuis presque 10 ans là, sur Papa Positive, en parlant des violences éducatives ordinaires qui viennent ébrécher ce sentiment de sécurité et qui peuvent avoir justement des fragilisations au niveau des liens affectifs et aussi de l'attachement du coup. Donc c'est important de savoir de quoi il s'agit, c'est important de savoir si on en a, si on a été nous-mêmes exposés en tant que parents à des violences éducatives ordinaires qui ont pu justement venir fragiliser notre propre style d'attachement et en cela ce travail peut se faire conjointement justement entre le fait de devenir parent et le fait de réparer en fait ce qui est cassé aussi en nous quoi. Donc c'est pour ça que l'éducation bienveillante, on en parle. Alors on attend, enfin il y a des études déjà qui existent sur le sujet, mais on attend encore beaucoup plus d'études sur les apports que ça peut avoir en termes de développement de l'enfant et les liens avec l'attachement. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que, à l'inverse, les violences éducatives sont délétères et sont néfastes justement par rapport à cet attachement. Donc voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter peut-être, Oui, Johanna? carrément, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, Oui. c'est les situations où l'enfant n'arrive pas à développer un style. On a évoqué les trois Ah, styles, sécure, et puis les deux styles insécures, donc le sécure et le oui. style insécure. La désorganisation de l'attachement, autrement dit, c'est les situations où l'enfant n'arrive pas à trouver une stratégie qui fonctionne. Et c'est typiquement associé à des situations où le parent est effrayant pour l'enfant. Que ce soit un parent qui est shooté, qui est tout le temps sur son téléphone, qui voilà, est vraiment très très angoissé ou très débordé par ses propres émotions, Mhm. qui a une histoire traumatique qui fait que bah, il essaie déjà de faire face comme il peut, mais par exemple la nudité de son enfant l'active, le met dans tous ses états. Enfin, il y a toutes sortes de choses quand on élève un enfant qui sont susceptibles de raviver des traumas de l'enfance et qui font qu'être parent, ça peut être extrêmement douloureux, extrêmement compliqué. Là encore, même si on aime son enfant. Et c'est aussi le fait de parents qui peuvent être pris dans un deuil qui n'est pas résolu, par exemple d'un enfant précédent. Enfin, il y a des situations qui sont objectivement super difficiles, auxquelles il est vraiment difficile de faire face seul. Donc j'encourage vraiment les parents qui sont concernés à aller trouver du soutien, même si peut-être ils n'y croient pas, peut-être que dans leur histoire d'attachement, il n'y a pas l'idée qu'ils peuvent être aidés, qu'ils méritent d'être Oui. aidés, que c'est possible de changer. Je vous dis exactement le contraire, j'en vois tous les jours dans mon cabinet et je ne fais pas ça pour me faire de la pub, je ne prends plus de patients. Donc c'est vraiment juste en tant que témoin que je le dis. C'est possible d'être aidé, d'être accompagné, d'être soutenu par rapport à ça. Et ce dont on s'est rendu compte, et là on a quand même pas mal d'études sur le sujet, c'est que la désorganisation de l'attachement chez l'enfant, le fait qu'il n'arrive pas à structurer une stratégie d'attachement avec une de ces figures d'attachement qui fonctionne, c'est un prédicteur de mauvais pronostics au niveau de la santé mentale à l'échelle de la vie. C'est-à-dire que c'est un facteur de risque de ce qu'on appelle les troubles dissociatifs, donc des difficultés à rester connecté à son expérience, à ses sensations, à réguler ses émotions. C'est un prédicteur de troubles anxieux. Quand même, les troubles anxieux, c'est hyper invalidant. C'est un prédicteur de troubles de la personnalité qui est aussi un diagnostic extrêmement invalidant. Donc au niveau psychiatrique, le fait d'avoir peur de ses parents quand on est tout petit, ça quand même, ça représente un vrai facteur de risque de développer des troubles. Oui. Donc, c'est super important d'aller consulter, d'être aidé de mille et une façons. Il y a vraiment plein de choses possibles, de consulter la PMI, les associations de soutien à la parentalité ou un consultant en soutien à la parentalité ou un psy ou ce que vous voulez. Là, vous êtes le plus à l'aise, vous parlez à votre médecin, à votre pédiatre, peu importe, mais d'aller trouver de l'aide parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour soutenir ces parents-là. Et pas forcément que travailler sur leur trauma, le fait d'être déjà moins stressé, d'être soutenu, d'avoir une aide à domicile, de trouver un boulot plus proche de chez soi, voilà, d'être soutenu, Mhm. d'être relayé auprès de l'enfant, tout ce qui va diminuer le stress va aider ses parents à être, comment dire, à être plus maîtres de leur choix, en fait, à moins être connectés à leur détresse et à des moments qui vont faire peur à l'enfant. Et donc le fait de faire peur à l'enfant, ça semble être un des facteurs de source de désorganisation et donc ce facteur de risque en termes de santé mentale. Donc c'est extrêmement important de réparer
si on a fait peur à l'enfant. Je ne voudrais surtout pas qu'on se mette une pression de dingue. Là encore, il s'agit d'être suffisamment bon. On a le droit d'avoir des ratés. Mais si on a des ratés, il faut avoir en tête que le système d'attachement, parce que le système d'alarme, il déclenche le système d'attachement chez l'enfant, et qu'on devrait être la source du réconfort de système d'attachement, et c'est nous qui avons déclenché le système d'alarme, le système d'attachement en tant que parents. Donc ça coince l'enfant, et c'est pour ça que c'est aussi délétère au niveau du pronostic à l'échelle de la vie. Ça coince l'enfant dans des situations où j'ai envie de me rapprocher de la personne qui me fait peur. Je suis coincée, en fait. Et donc, au niveau du système de stress, ça fait disjoncter, hein, pour le dire de façon un peu familière. Donc, tout ça pour dire que allez éteindre le signal de stress. Une fois que vous êtes calmé, allez dire à votre enfant, et on ne l'a pas appris dans notre éducation pour la plupart, donc on se dit, ah non, je vais perdre la face, non, c'est moi qui ai l'autorité, non. Non, c'est pas ça qui marche. Les études montrent sur la désorganisation de l'attachement que quand le parent a fait peur à l'enfant, la meilleure prédiction pour pas que ça parte en désorganisation, c'est que le parent aille réparer. Donc il aille dire, je suis désolé, j'ai crié, c'est moi qui ai pété un plomb, c'est pas de ta faute. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Sans se mettre à plat ventre par terre. Il ne s'agit pas de s'humilier ou de se mettre dans un état pas possible, mais juste avec n'importe qui, si on crie, si tout va bien quand même, on va aller s'excuser. Pourquoi on ne le ferait pas avec son enfant, dont en plus on est la source de sécurité, donc il y a un impact quand même potentiellement important. Et ces études-là, notamment une étude qui a été faite en France qui est splendide, qui s'appelle KPDP, mettent en évidence que quand on apprend aux parents que s'il a crié, s'il a pété un plomb, il a eu un raté, ça nous arrive tous. Il va s'excuser, il va réparer, il va expliquer à l'enfant ce qui s'est passé, même tout petit, même un bébé, il comprend pas mal de choses. Et surtout, il va comprendre qu'entre-temps, le parent s'est calmé, il va sentir le corps du parent. Et bien là, ça permet d'éteindre un petit peu le petit incendie qu'on a créé. C'est sûr qu'il ne faut pas recommencer trop souvent, parce que sinon, les excuses, elles ne sont plus trop crédibles. Ça ne nous donne pas carte blanche à faire tout ce qu'on veut, heureusement. Mais c'est très important d'avoir en tête que ce stress que j'ai généré chez l'enfant, je suis aussi la meilleure personne, la mieux placée pour aller l'éteindre. Et pour pouvoir aider l'enfant à dire, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as eu peur? Qu'est-ce que tu as cru? Quand tu as lancé tel objet, j'ai cru que tu allais me taper, j'ai cru que j'allais prendre dans la figure. L'enfant qui puisse ventiler un peu ce qu'il a ressenti et puis dire, écoute, vraiment, je suis désolée, je comprendrais que tu sois fâché contre moi. Si tu veux, je suis là. Si tu as envie de faire un câlin à un moment donné, je comprendrais que tu n'aies pas envie que tu sois fâché, mais si tu en as envie, je suis là. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire si vraiment les choses sont... Enfin voilà, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Alors, justement, j'ai consacré 3 ou 4 vidéos dans les 2 dernières semaines sur le sujet, le fait de demander pardon, le fait de réconforter. Également, je t'en avais parlé par rapport au livre de Daniel Siegel, justement l'attachement, qui évoquait cette fragmentation entre les 2 parties du cerveau lorsque l'enfant a besoin de réconfort et la source de réconfort est une source de peur aussi, donc il y a une problématique. Oui, demander pardon, oui, réparer, oui, toujours avoir l'idée, cette idée de sécurité et parfois mettre de côté notre orgueil parce que c'est de l'orgueil mal placé, comme tu l'évoquais, hein, et se dire, en fait, j'ai la possibilité de réparer. Alors, en effet, quand c'est récurrent, c'est qu'il y a un autre problème à régler. Ça veut dire que le parent doit voir d'où vient cette récurrence, cet énervement chronique peut-être. Il y a un travail à faire en profondeur, sans quoi les excuses effectivement vont pleuvoir tous les jours et l'enfant se sentira quand même en insécurité parce qu'il aurait... Voilà, c'est ça, ça n'a plus de sens. Donc il est important de pouvoir aussi interroger l'enfant sur à quel point il a peur. Souvent on a des expressions comme n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Mais en fait, on ne sait pas ce que ressent l'enfant. Pour lui, les émotions sont réelles. Donc, il est important de savoir quel est son ressenti. Et donc, lui demander, tu as eu peur comment? Et ensuite, passer dans une stratégie de réconfort, etc., etc., et expliquer ce qui a bien pu se passer. Donc, le fait de laisser la place aux émotions, et on en revient à ça, à la validation, le lien affectif est très important dans toutes les situations. Alors, on a juste une dernière question. Comment guérir un attachement désorganisé? Parce que là, ce qu'on vient d'évoquer, c'est effectivement un attachement désorganisé. Voilà. Donc, comment guérir de cela? Est-ce qu'on peut guérir déjà d'un attachement désorganisé? Alors, chez l'adulte, là encore, on va avoir... je ne sais pas si c'est la question porte chez l'adulte, mais je vais commencer par l'adulte. Là encore, on a quand même des ressources en termes d'attachement qui sont souvent assez élaborées, assez variées, et on a développé des stratégies. Donc, ça dépend un peu du type de stratégie qu'on a développée.
Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, là, il y a quand même des risques que derrière l'attachement désorganisé, il y a souvent quand même du trauma. Ça va être plus difficile de le laisser la vie le guérir tout seul, avec les rencontres, avec la rencontre amoureuse, avec ça peut arriver, mais je conseillerais quand même plutôt de consulter et de consulter quelqu'un dans l'idéal qui est spécialisé trauma et éventuellement spécialisé attachement et trauma. Vous pouvez aller regarder pour tout ce qui est francophonie sur l'annuaire de l'AFTD, c'est l'Association francophone du trauma et de la dissociation. Donc AFTD, vous avez un annuaire de thérapeutes spécialisés trauma. Donc ils vont pouvoir D'accord. prendre en charge des adultes et pour certains aussi des enfants et des ados qui souffrent de cette problématique parce que généralement le trauma c'est très fort, c'est très corporelle, il y a des émotions intenses et la thérapie verbale ne fait pas ses meilleurs effets sur le trauma. C'est souvent ce qui résiste le mieux à la thérapie verbale. Donc il faut mieux savoir qu'une thérapie généraliste assez classique verbale, ça peut fonctionner bien sûr, mais il y a des risques que ça ne fonctionne pas très bien. Si le trauma est très très précoce, là il y a des approches particulières pour toucher le trauma préverbal et en particulier l'ICV qui est celle que je pratique et à laquelle je forme. Certains thérapeutes EMDR sont aussi formés pour traiter le trauma très très précoce. Donc là encore, hein, chez les adultes, mais le trauma dans la période préverbale, par exemple le fait d'avoir une mère qui a fait une dépression du postpartum, qui a fait une décompensation, ou le fait qu'il y ait d'autres types de traumas de maltraitance, par exemple, au cours des 1000 premiers jours, on peut tout à fait le traiter, mais il faut des approches spécifiques là quand même. Et surtout, je crois que ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que si on soupçonne d'avoir un attachement désorganisé, eh bien, il est très probable que dans la relation avec le psy et avec les soignants d'une façon générale, on amène ça. Parce qu'en fait, quand on va demander de l'aide, hop, notre système d'attachement va s'activer. Oui. Ce qui veut dire que quand je vais demander de l'aide à un psy, à mon médecin traitant, etc., et que j'ai un vécu d'attachement désorganisé, je vais me retrouver, enfin, le risque, c'est que je me retrouve dans j'ai besoin d'aide, j'ai toute la peur que j'ai eue quand j'avais besoin d'aide et qu'il n'y avait personne pour me réconforter. J'ai assimilé que la personne vers laquelle je me tournais pour avoir de l'aide, c'est aussi celle qui m'a fait très très peur. Donc, c'est des patients qui peuvent venir consulter tout en ayant super peur de recevoir de l'aide, super peur de se dévoiler, super peur d'être dépendant, super peur d'être sous emprise de leur psy ou de recevoir de l'influence de la part de leur psy ou de leur médecin ou de n'importe quel soignant. Et donc ça, c'est vraiment hyper important d'en parler avec son thérapeute pour qu'il puisse sécuriser cet endroit du patient qui légitimement va s'attendre à être trahi, à être maltraité, à être abandonné, à être terrifié, enfin Ouais. à revivre ce qu'il a vécu dans. Pourquoi il s'attendrait de la part d'un inconnu qui paye à ce qu'on le traite différemment des personnes qui auraient dû le mieux prendre soin de lui et qui n'ont pas réussi à le faire. Enfin, Oui. du point de vue de l'enfant qu'ils ont été, c'est évidemment nous rationnellement on peut le penser, mais c'est pas ce qu'on va ressentir en fait dans ces situations-là. Donc c'est à ça qu'il va falloir s'atteler, c'est comment je peux construire un petit peu de sécurité avec la personne qui prend soin de moi, et c'est là qu'on va réécrire l'histoire en fait. C'est Oui. avec cette personne-là, j'arrive à me confier, j'arrive à dire j'ai peur de vous, j'ai peur d'être dépendant de vous, j'ai peur que vous me fassiez du mal, j'ai peur que vous m'abandonniez, j'ai peur que vous ne vouliez plus me suivre, j'ai peur que vous mouriez. Enfin, de pouvoir lui dire, Mm. déjà, c'est énorme. Oui. Et nous, en tant que psy, notre job, c'est d'aller déminer ces peurs-là avant d'aller travailler sur n'importe quoi d'autre. Parce que sinon, on ne peut pas Oui. travailler, on a tout le temps quelqu'un qui freine en face parce qu'il a peur. Oui. Et donc ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui est sensibilisé à l'attachement et au trauma pour travailler là-dessus. Sinon, le psy il risque de passer à côté et malheureusement, l'histoire risque de se répéter. Ça, c'est Oui. vraiment, vraiment dommage. Et c'est mon gros Alors, combat de l'année, hein. Former les psys avec ça, hein. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment sensibiliser un maximum de psys à eh, détecter ces situations-là. eh bien, ça tombe bien parce que du coup, ben, l'attachement, je vais en parler beaucoup. Il y a beaucoup de psys qui nous suivent. Il y a beaucoup de psys aussi qui me contactent en me disant qu'ils se sont engagés dans des formations autour du trauma, autour de l'attachement. Donc, je trouve que c'est en train de monter en Ouais. puissance et c'est très, très positif. On va regrouper les ressources qu'on a évoquées d'ailleurs. Je vais les regrouper dans une page comme ça, on va tout retrouver. Il y a notamment l'étude que tu as citée. J'ai pas noté précisément la dernière étude L'étude que tu as. KPDP, KPDP. KPDP, elle est citée dans le grand livre, hein, tu verras. D'accord, ok.
C'est Et justement, donc, Susanna Terreno qui écrit dessus avec l'équipe TKPDP dans bah, le très plan bien, des parfait. jours. Donc, très Et bien. puis, bah, j'en profite, s'il y a des psys qui nous écoutent, on fait un colloque de lancement. Donc, venez Oui, 24-25 novembre à Paris. Le 24 novembre, c'est une plénière. Vous pouvez aussi y assister en distanciel. Et puis, le 25, c'est des ateliers. Donc, ça permet de sensibiliser à mais comment on traite l'attachement. On va faire des ateliers. Vous pouvez venir voir. On va vous montrer. On va montrer des vidéos. On va vous faire expérimenter des exercices. Venez voir et venez expérimenter avec nous. Et il y a tout un parcours sur ce deuxième jour sur réparer l'attachement chez les parents. Donc, comment on va prendre soin de l'attachement des parents, parce qu'on n'en a pas parlé, enfin, entre les lignes, mais il y a plein d'études qui montrent comment notre propre histoire d'attachement pas résolue, elle impacte considérablement notre caregiving, la et oui, façon dont bien on va sûr. être disponible pour nos patients, parce que donc en tant que psy, c'est pas du luxe, mais Mm. évidemment aussi pour nos propres enfants. Donc c'est très important de mettre ça sur la trame, d'en discuter avec l'autre parent, avec des proches. Qu'est-ce que j'ai vécu moi? Comment on a pris soin de moi? En quoi j'ai envie que ça change? Qu'est-ce que j'ai envie de donner d'autre? Pourquoi c'est si difficile de faire autrement que ce que j'ai reçu, par exemple? Ou pourquoi je suis tentée de faire exactement l'inverse, mais c'est pas forcément ce dont mon enfant a besoin non plus. Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Là, on a donné pas mal d'indices déjà pour pouvoir déterminer quel était le style d'attachement dans lequel on était. Alors, Et je pense que là, j'aimerais bien qu'on retienne quand même que chez l'adulte, il n'y a pas un non. style. Alors, il n'y a pas un style Hein, d'attachement. d'accord. Plus jamais vous parlez de style Non, 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 d'attachement il n'y chez a pas un l'adulte. style Pensez d'attachement, plutôt effectivement. Alors ça, c'est stratégie. important. Oui, oui. Hein, c'est important. On n'a pas un style. On est super sophistiqué. On peut s'envoyer des fleurs. Notre cerveau, il est super élaboré. Il élabore des stratégies. Et ma stratégie, elle ne va pas être la même d'un domaine à l'autre. Au travail, j'ai certainement une certaine façon de fonctionner. Mais je peux avoir des exceptions avec telle personne qui me sécurise un peu plus. Ou avec Oui, telle personne avec laquelle j'ai identifié que si je lui demande de l'aide, je me fais rebiffer. Donc, c'est adapté d'être un peu débrouille et de me débrouiller toute seule avec cette personne-là. Il n'y a pas oui, forcément que des gens sécurisants là-dehors. Hein. Donc, il y a des gens à qui c'est bien de demander de l'aide et puis d'autres, bah, ça va faire flop. tout à Et fait. donc, si tout va bien, on a cette souplesse et on peut avoir des stratégies apparemment insécures dans un environnement qui est insécure. Dans un environnement où je peux compter sur personne parce que c'est que des psychopathes, je suis un grand bandit, je ne vais pas demander de l'aide aux autres, c'est adapté. C'est aussi une interaction là. Donc, Tout à l'idée fait. qu'on a un cerveau super complexe, on a des stratégies d'attachement. Ça, ok. Mais alors, vraiment, par pitié, ne me dites plus qu'un adulte a un style d'attachement. Parce que là, je vais m'énerver, je vais me fâcher tout rouge. Non, là, je C'est une parlais menace, surtout oui, oui, c'est une spécifiquement du. menace, et je vais punir. Oui, c'est une menace. Oui, oui. Et là, tu es en train d'activer notre système d'attachement là, et pas de la bonne manière. Donc, non, là, j'évoquais surtout le style d'attachement qu'on peut voir se développer chez l'enfant, notamment. C'est surtout celui-là dont je faisais allusion. Et effectivement, bah, l'adaptation des styles d'attachement en fonction de notre environnement humain, Ouais, ça, c'est important. Humain et pas que, ouais. puisque tu as évoqué les animaux de compagnie aussi, avec lesquels on peut avoir de l'attachement. Alors, on va avoir des expériences de sécurité, mais pas forcément, ça ne devient pas des figures d'attachement à la mesure où ils ne sont pas là pour prendre soin de nous. On va se tourner vers eux Oui, quand le système d'attachement est activé pour avoir du réconfort, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit des figures d'attachement. Mais malgré tout, bah, faute de figures d'attachement, c'est quand même des choses qui vont nous aider à nous apaiser. Donc ça permet de réduire un petit peu l'activation du système de stress. Et même chez l'enfant, souvenez-vous, le style d'attachement, c'est une interaction, c'est une réponse à un certain type de caregiving. Donc la question, c'est pas oh là là, mon attachement, mon enfant, il est évitant ou il est résistant ou ambivalent, enfin anxieux ambivalent. C'est comment il est avec moi et comment moi, du coup, j'ai la main en fait pour le sécuriser. Comment je peux répondre à cet enfant pour que il perçoive qu'il n'a pas forcément besoin d'augmenter le son. Et ça, c'est probable que ça puisse aussi se faire avec des personnes qui ne sont pas des figures d'attachement. Par exemple, la maîtresse, la façon dont elle interagit, elle est super prévisible, elle répond. C'est pas toujours possible, surtout avec des grosses classes, mais si elle arrive à être sensible, prévisible et relativement sécurisante sans faire du surcouvage, ben, il y a des chances que l'enfant soit un peu différent à l'école qu'à la maison. Et inversement, malheureusement. L'inverse marche oui, aussi. oui, Une fois oui, qu'on oui, tout à est fait. en âge scolaire, surtout à 6 ans et après, on commence à avoir un cerveau déjà qui va généraliser un petit peu plus les comportements et les stratégies. D'accord. Très bien. Eh bien, dommage qu'on n'ait pas 3 heures de plus, hein. Je pense qu'on aurait pas mal de, de thèmes à aborder Mais je encore. viendrai si tu Ben veux. oui, avec plaisir. D'autant que je voulais qu'on parle aussi de la théorie polyvagale bientôt, Ok. parce que c'est présent dans le livre.
J'en suis là d'ailleurs, et je trouve ça très intéressant. Et je trouve qu'il y a énormément de liens justement entre ceci et tout ce qui est donc science de l'attachement. Merci beaucoup, Johanna. Merci beaucoup à toutes et tous Avec grand d'avoir assisté plaisir. à ce Merci à live. tous pour vos questions, vos réactions et votre présence. Donc, on était avec Johanna Smith, je le rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints sur le tard. Et on va mettre toutes les références de ce qu'on a abordé dans ce live dans une page dédiée. Comme ça, vous pourrez tout retrouver, y compris d'intéressantes vidéos où tu présentes l'ICV, justement, dans le fonctionnement. Donc, ça va intéresser, je pense, beaucoup de personnes qui se posent des questions à comment ça se passe dans un cabinet. Ben là, vous aurez une description pas précise, mais en tout cas, ça brosse vraiment le schéma d'accompagnement par rapport à l'ICV. Et bon, il y a d'autres thérapies telles que le MDR, mais là spécifiquement, je trouve que d'ailleurs, il y a beaucoup de points communs, j'ai trouvé, entre les deux. Donc, Bien sûr, il y a une théorie, enfin, on se base dans les deux cas sur la notion de mémoire traumatique et oui, sur pas mal d'apports en neurosciences, donc sur comment fonctionne le cerveau, et sur la régulation des émotions. Il y a probablement beaucoup plus d'attachement dans le champ de l'ICV, mais on a une base commune et on ne travaille pas de la même façon au niveau technique, mais on pense quand même à peu près de la même façon. C'est très fluide le passage de l'un à l'autre, c'est assez facile. Ouais. Un peu la théorie oui, commune oui, oui. derrière. Oui, oui, tout à fait. Bon, merci encore. Vraiment, c'était passionnant. Merci à toutes et tous et à très bientôt pour un nouveau live et d'autres vidéos, d'autres rendez-vous. Merci, Merci Johanna. de m'avoir invité, Jean-François. Avec plaisir. Bonne Merci à soirée. toi. Bye bye.